Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 340 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est l'hebdo NBA, l'hebdo comme tous les lundis matins, l'hebdo tactique et actu avec, pour cette semaine numéro 6, le retour de FD François Desmiens, de QI Basket évidemment. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle semaine de l'hebdo, semaine numéro 6, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui est à la fois fan des Knicks et qui est arbitre, donc il ne le sait pas s'il est content ou pas content quand il y a une faute fantôme sifflée pour Jalen Brunson. C'est FD aujourd'hui, comment ça va FD ? Ça va super, toujours une très, très belle manière d'introduire le fait que je sois arbitre. Effectivement, Jalen Brunson, on n'en parle pas assez, mais Jalen Brunson très très bon dans le fait d'aller trouver des fautes qui n'existent pas trop. J'ai été choqué par la performance d'Alperen Sengun cette semaine, on en reparlera après. Le duel Sengun-Gobert qui était magnifique en termes de flop, tu sais, en termes de deux grands qui sont mine de rien quand même assez denses physiquement, mais tous les deux refusaient systématiquement le contact et faisaient genre que l'autre les poussait. Donc on était dans des niveaux all-time de flop sur ce duel, on en reparlera un petit peu après. C'est comme l'action, je sais pas si tu te rappelles, une fois, c'était Ginobili et David West qui avaient tous les deux tenté un flop l'un sur l'autre. Ouais, le problème c'est quand les deux le font au même moment, ouais. Voilà. Et donc tous les deux tombent dans des directions opposées en faisant genre que l'autre l'a poussé, sauf qu'ils tombent tous les deux dans, bref, une magnifique performance aussi. Non mais en vrai, est-ce que tu as une déformation professionnelle ? Genre, tu vois ça, tu vois l'action qui se déroule, tu dis « Ah mais non, il n'y a pas faute » ? Ou est-ce que l'instinct primaire de fan Knicks dit « Ah ouais, cool, il y a une faute » ? Non, parce que je me dis, bah oui, selon les guidelines de la NBA, selon les principes de comment les matchs NBA sont arbitrés, bah c'est des fautes. Tu vois, les actions typiquement où il drive, il arrive à mettre le défenseur derrière lui, et même si c'est lui qui recule vers le défenseur, en NBA, on sait que c'est sifflé comme des fautes. Donc, au final, j'ai pas tellement je me dis, bon, bah oui, ça rentre dans les consignes NBA, ça rentre dans les principes NBA. Donc, pas de déformation professionnelle sur ce côté-là. Ouais. Donc ça, c'est le discours à propos d'un joueur des Knicks et en saison régulière, on verra quand ce sera un joueur adverse en finale de conférence qui aura ce genre de call. On verra si l'instinct primaire de Knicks va revenir ou pas. Trae Young, ce sera un scandale. Si Trae Young fait la même chose, voilà, ce sera un par scandale. exemple. C'est normal. Bon bref, FD de QI Basket. FD qui n'était pas venu sur l'hebdo depuis 3-4 semaines, je crois. La rotation a été un peu perturbée récemment. Non, oui, ça va bien. À part ça, sinon FD, on passe la saison NBA. Ça y est, elle a bien commencé depuis un mois et demi. On est à fond dedans, je veux dire. Ouais. Alors je tiens à dire que j'ai raté aucune rotation. C'est vrai que toi, oui. j'étais là. Enfin, je suis là une fois toutes les 3 semaines, c'est normal. Ouais, la saison a commencé. On en a parlé un petit peu en off, mais on arrive un petit peu au moment où il y a énormément de matchs intéressants. Pas forcément le temps de tous les regarder, donc c'est un petit peu frustrant. Et puis l'autre côté frustrant, c'est un peu cette multiplication des blessures / j'ai pas envie de dire load management parce que j'aime pas trop ce terme, mais juste des absences. Ouais. Des absences, et en fait tu te dis super, il y a une super affiche, c'est serré, et puis tu regardes et il manquait d'un côté Stephen Curry, de l'autre côté un autre joueur majeur, donc tu te dis bon, on peut regarder ce match, mais quels vont en être les enseignements, sachant que forcément le résultat est totalement différent parce qu'il y a une star qui manque. Mais non, sinon en ce moment des jolis matchs, et puis on a eu une belle semaine là avec heureusement une pause à Thanksgiving qui nous a permis de rattraper un petit peu le retard accumulé sur la semaine. Et oui, c'est vrai que c'était la semaine de Thanksgiving, la semaine dernière du coup, pour les auditeurs, puisque pour les auditeurs nous sommes lundi, mais pour nous c'était hier à peine. Hein, mais effectivement, donc on peut y aller pour l'hebdo, comme vous connaissez le programme aujourd'hui, donc l'hebdo NBA comme tous les lundis matins, les news de la semaine, les affiches de la semaine, on va parler des matchs qui se sont déroulés la semaine passée, ensuite notre partie focus, je crois qu'on va parler de certaines récompenses, on verra ça tout à l'heure, ensuite les questions auditeurs évidemment, et puis le quiz pour terminer, le quiz où Azad vous est passé devant, mais sauf que Azad il a 2 passages en plus déjà, donc je pense qu'il y a moyen FD que même si tu es catastrophique, tu ne sois pas dernier à la fin de cet hebdo. Super. C'est l'objectif, on va dire. En tout cas, c'est l'objectif.
Bref, donc allons-y, sans plus tarder, si tu veux bien, avec les infos de la semaine, et on commence directement avec les blessures. Petit point blessure pour commencer, comme d'habitude. Grant Williams, fin de saison, on l'a appris, parce que, évidemment, hein, comme à chaque fois, on apprend les grosses blessures le lundi matin, quand l'hebdo est déjà enregistré, donc la news est un peu vieille pour vous, mais Grant Williams, fin de saison, il fallait le citer. Cam Thomas aussi, tu sais, les surprenants Brooklyn Nets. Cam Thomas est blessé pour au moins 3 ou 4 semaines, voire un peu plus. On verra déjà on verra à quoi ressemblera l'effectif quand il reviendra. c'est pas non plus impossible que ça change. Et puis pas tant que ça de blessures cette semaine. Ousmane Dieng aussi côté OKC, je pense qu'il y a une malédiction sur les pivots, sur les grands en tout cas qui peuvent jouer pivot, même si Hartenstein est revenu. Tu veux nous en parler tout à l'heure. Mais voilà, Ousmane Dieng qui reprend encore pour 3 semaines côté français. Et justement, t'en parlais un peu en intro, mais en termes de blessés, on a des stats comme quoi en fait on a une hausse de nombre de blessures, ne serait-ce que par rapport à l'année d'avant. On est à plus 52% de blessés par rapport à l'an passé, sur notamment ce que eux appellent les joueurs majeurs. Alors certaines études, grosso modo, mais au niveau des All-Stars et All-NBA, les joueurs qui ont déjà au moins une sélection dans ce domaine. Et donc on a une hausse assez significative pour le coup, et on compare un peu les deux courbes. Tu sais, le graphe est dispo là sur le Discord ou sur Twitter, on l'avait reposté. Mais la courbe des blessures qui augmente très très rapidement par rapport à celle de l'an passé, c'est un peu inquiétant. En tout cas, de facto, c'est vrai qu'on a pas mal de matchs avec des blessures. Bref, donc si vous avez un peu cette impression, je voulais quand même vous dire que oui, c'est pas qu'une impression, ça se confirme un peu au niveau des chiffres. Et oui, juste pour dire aussi, je sais pas si t'as vu pas le scouting report, pardon, mais l'injury report pour le match contre les Knicks de Charlotte. Mais je vais te dire qui est sur l'injury report pour ce match-là. LaMelo Ball, Miles Bridges, Grant Williams, Daquan Jeffries, Nick Richards, Treman, Mark Williams. Voilà, je sais pas avec qui Charlotte va venir jouer New York Knicks, mais il y aura personne. Ouais, à ce moment-là, le plus simple, ce serait de citer qui joue, en fait. Juste de mettre le roster, parce que là, ça fait quand même beaucoup d'absents. Et donc, quiz FD, qui reste-t-il à Charlotte? Bryce McGowens. Non, il est encore... Je sais même pas s'il est encore dans l'effectif, Bryce McGowens. J'aimais beaucoup à Nebraska. Bryce McGowan, je ne le vois pas. Mais en tout cas, il y aura peut-être Tidjane Salin qui a fait une belle sortie là récemment, justement, avec la blessure de Grant Williams. Il aura un peu plus de temps de jeu. Et voilà. Et puis non, c'est aussi une des affaires de la semaine. Je sais pas si tu as suivi ça au niveau blessure, en tout cas à moitié. En tout cas, on sait pas. Trae Young, est-ce que tu as suivi ça? Trae Young qui a été... Vas-y. Qui avait l'anniversaire de sa fille... Enfin, en tout cas, qui a été absent la veille de l'anniversaire de sa fille. Et il me semble que les Hawks ont dit qu'il avait un problème au tendon d'Achille, quelque chose comme ça. Ouais. Et la NBA, apparemment, n'a pas trop apprécié le stratagème, et donc a mis une amende, si j'ai bien compris. C'est un peu l'idée. Alors, tu sais que depuis cette saison, avec le nouveau CBA, en tout cas, il y a des règles plus strictes pour essayer de limiter le load management. Alors, la NBA pourrait aussi réduire le nombre de matchs, ce serait une possibilité, mais ils préfèrent plutôt fliquer. Bon, c'est leur choix. Mais donc oui, ils sont un peu plus à cheval là-dessus. Il y a pas mal d'équipes qui ont été sanctionnées. Déjà, tu sais, il faut être très clair en termes de communication et de timing aussi par rapport à qui va être absent ou pas absent, et pour éviter un peu les désistements de dernière minute ou ce genre de trucs comme ça. Notamment, donc je crois que les Sixers ont été pas mal de fois sanctionnés déjà cette saison et même l'an dernier. Et donc là, cette année, juste cette semaine, c'est tombé Trae Young qui effectivement $100 000 d'amende pour les Hawks pour l'absence de Trae Young, qui n'était pas là pour le match de la Coupe de la Ligue contre Boston avec le parquet vert. Un match que d'ailleurs les Hawks ont gagné sans Trae Young. Effectivement, comme tu dis, potentiellement, ça pourrait être une absence parce qu'il y a des tweets qui sont ressortis comme quoi... les internautes ont vu que sa fille était née apparemment il y a pile 1 an, donc ça pourrait être une absence un peu pour cette raison. Et sur quoi, évidemment, les fans des Hawks qui aiment toujours un peu râler disent « Ouais, mais nous, on est sanctionnés alors que Jokic qui a été absent pour la naissance de sa fille ou de son fils, je sais plus, lui, il est pas sanctionné. » Bon, c'est pas exactement pareil d'un anniversaire et la naissance. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, après, je trouve ça... Alors, d'un côté, je comprends les aspects économiques. Effectivement, je me dis toujours, si ce soir-là, il y avait un mec qui a payé 400 balles son billet pour voir Trae Young, qui peut pas voir Trae Young, et que c'est pas très transparent là-dessus, oui, je peux comprendre ça. Maintenant, voilà, il y a en plus cette nouvelle règle, tu sais, avec il faut avoir fait 65 matchs pour être éligible au NBA Team ou au Defensive Team. Il y a pas ça, il y a pas une limite comme ça. Ouais, 65. Ouais. Et le plus important, c'est que ces sélections-là, ça peut rentrer dans des contrats. Donc en fait, il peut y avoir des implications financières avec cette règle des 65 matchs. Voilà, donc c'est un petit peu la philosophie de la ligue de faire la police là-dessus. Je sais pas trop quoi en penser, parce que bon, quand tu vois le nombre de blessures qui augmente et le nombre de sanctions pour absence qui augmente, je me dis qu'on ne va pas forcément dans la même direction.
J'ai quand même l'impression que c'est un peu universellement accepté que t'as un enfant qui va naître, tu as le droit d'être absent, quoi. Alors que c'est vrai que pour un anniversaire, c'est un peu plus rare, en tout cas moi de mémoire. Après, il y a aussi le truc de, ça peut être aussi un choix, ça, où chacun fait ce qu'il veut. Le choix de, non, je choisis de manquer le match et même d'être sanctionné pour ça, quoi. Bon, ça peut être envisagé aussi, mais c'est vrai que tout ceci est un peu compliqué. Et non, je voulais aussi rajouter que il a été vu par des médecins indépendants. C'est pas des médecins d'Atlanta, mais la NBA a envoyé des mecs un peu indépendants qui ont jugé qu'il était apte à jouer un match auquel il n'a pas participé. Voilà, c'est un peu ça la formulation officielle. Donc voilà, c'est toujours un peu ce flicage, mais qu'on comprend aussi, parce que de l'autre côté, ça reste un produit, la NBA, comme tu dis, t'as des fans qui viennent parfois de très loin, qui payent des places très très chères. Ça, on s'en rend pas compte nous ici en France, mais ça commence un peu à gronder aux États-Unis en termes de prix des places et de prix des abonnements aussi. Tu sais que nous on a le League Pass qui est un peu cher, mais apparemment la NBA, aux États-Unis, tout ce qui est, il faut payer telle télé, t'as ensuite des blackouts locales, c'est-à-dire que si t'habites à Atlanta, tu peux pas voir, t'as un blackout au niveau de pas international, mais sur tout le continent, parce que il faut que tu regardes ton match sur ta TV locale, donc il faut que tu prennes aussi l'abonnement local. Enfin bref, c'est un peu compliqué, quoi, tout ça. Ouais, si, je te rassure que moi perso, je suis au courant des prix des matchs NBA, parce que je suis en train d'essayer de prendre mes billets pour le Wizards Knicks du 28 décembre, puisque j'aurai la chance d'être là-bas. Ouais. Actuellement, pour être tout en haut de la salle des Wizards, la place est à 85 balles par personne, quoi. Alors, c'est période de Noël, c'est période touristique, etc. Et c'est les Knicks en plus, donc il y a un surplus là-dessus. Mais voilà, 85 €, juste qu'on ait 85 € hors taxe pour les Wizards, qui est rarement la salle la plus pleine et où il y a le plus de ferveur. Ça pique quand même un petit peu. En plus, je vais te dire un truc, je pense que si... alors, peut-être qu'il était vraiment blessé. Apparemment, les médecins indépendants ont dit que non, il n'était pas blessé. Mais je pense que si le mec avait dit absent pour raison personnelle, je pense que la NBA aurait pas forcément réagi. En plus, là, je pense que la NBA veut un peu taper pour le côté de tricher avec les faux injury report, quoi. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais. Mais si tu dis, non, j'ai des raisons personnelles, quelle qu'elle soit, je pense que a priori, ça passe. Mais bon, voilà, toujours un peu compliqué tout ça. Mais ça date, hein, c'est pas dire. Je me souviens, il y a plus de 10 ans déjà, de Popovich qui avait fait asseoir toutes ses stars, tu sais, sur un match en prime time contre Miami. Et à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, hein, parce que vraiment, c'était un peu nouveau, et puis c'était vraiment un match en prime time sur TNT, je me souviens, et bref. Donc c'est pas nouveau, et je pense qu'on va pas dans la bonne direction, mais on suivra ça en tout cas. Une autre affaire, qui date pas de cette semaine, mais je voulais en parler avec toi. L'affaire Brunson, est-ce que tu as suivi ça? L'affaire des Brunson, plutôt, on peut le formuler comme ça, chez les Knicks. Le potentiel tempering sur le recrutement de son père, c'est ça? Exactement. Alors, pour expliquer l'affaire pour les auditeurs, c'est bon, toujours un peu bizarre avec les Knicks, mais alors, les faits d'abord. Rick Brunson, qui est donc l'assistant de Tom Thibodeau, donc le papa de Jalen Brunson, c'est pas un hasard. Rick Brunson a été prolongé aux Knicks, donc ça c'est pas forcément un événement, mais il a été prolongé. Il a été promu premier assistant. Donc déjà, il y a le statut, et en plus, c'est venu avec une certaine prolongation. Enfin, la prolongation est venue aussi avec un bonus financier, évidemment. T'es prolongé pour un peu plus. Donc, il y a l'aspect monétaire, mais il y a aussi l'aspect statut, je trouve, où c'est pas rien de passer premier assistant, quoi, pour le coup. Tu vois, sans vouloir l'offenser, c'est pas non plus un mec, tu sais, comme des petits jeunes génies assistants qui montent très vite et que tu promues premier assistant, etc. Bon, là, c'est peut-être un peu étonnant. Brunson, qui n'est pas non plus personne dans le métier, c'est pas non plus, il faut pas non plus aller dans l'excès inverse. C'est un mec qui a été assistant de Thibodeau à peu près partout. Il était déjà là aux Bulls. Ensuite, je crois qu'il est un peu parti. Ensuite, il est revenu quand il était chez les Timberwolves. Ensuite, il est parti. Il a coaché un peu en high school, je crois. Donc voilà, c'est pas non plus personne, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. On dit, bon, c'est pas non plus un des assistants les plus prometteurs de NBA qu'on ait, quoi. Donc ça, il y a un peu cet aspect-là. Et surtout, en fait, la NBA s'est mis un peu à enquêter. En tout cas, ils sont venus poser des questions aux Knicks, en tout cas. Et pourquoi? Parce que dans le même temps, on sait que de l'autre côté, on a aussi un Jalen Brunson qui avait un peu fait un cadeau aux Knicks en ne prolongeant pas l'été dernier son contrat, un cadeau entre guillemets, parce que c'est aussi l'été prochain il pourra signer pour encore plus, donc c'est pas qu'un cadeau, mais c'est vrai que rien n'est sûr, tu sais, en NBA, en termes de contrat, en termes de blessures, etc. Donc il aurait pu prolonger pour assez cher cet été, il l'a pas fait. Et donc là, la NBA est venue poser la question de comment ça se fait que, comme par hasard, là, le fiston il prolonge pas et vous ça vous arrange, et le papa il est promu premier assistant avec un beau nouveau salaire, c'est un peu bizarre, quoi. Et donc la NBA est venue poser des questions, et les Knicks ont été offensés que la NBA vienne poser des questions. On peut rien dire parce qu'on n'a pas de preuves ni rien, mais tout ça est un peu flou depuis le début, en fait. La dynastie Brunson aux Knicks. Même au-delà de ça, la dynastie Rose.
la dynastie Rose, donc Leon Rose qui est le président des opérations. Oui, pas d'Eric, hein, Léon Rose. Oui, pardon. Léon Rose qui est président des opérations basket, qui est l'ancien dirigeant de l'agence CAA, donc tous les agents CAA, qui était l'ancien agent personnel de Jalen Brunson, pardon, qui ensuite, une fois qu'il a pris son poste au Knicks, a donné la relation à Jalen Brunson à son fils. Je sais plus comment il s'appelle. Du coup, le fils de Leon Rose était l'assistant de Jalen Brunson, même quand il était à Dallas. Et on sait bien que cette affiliation n'était pas pour rien au moment où Jalen Brunson est arrivé au Knicks et a signé au Knicks. Donc oui, l'affaire est pas très claire, mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, la NBA, c'est un écosystème quand même assez petit. Tu vois, des agents, il n'y en a pas tant que ça. Donc Leon Rose, il a des liens avec énormément de personnes. C'était l'ancien agent de Julius Randle notamment. Ouais. Donc voilà, je pense pas qu'on fasse les mêmes reproches, par exemple, à Rich Paul. Ah, moi je l'ai fait. Hein. Moi, quand Rich Paul il est venu faire une ingérence et qu'il a empêché le trade de AD à Boston, c'était problématique quand même pour moi. Ouais, non mais j'entends que ce soit problématique. Hein. J'entends que ce soit problématique. Après, tu vois, la promotion d'un assistant coach. Autant le recrutement de Jalen Brunson, je pense que oui, il y a clairement des conflits d'intérêts, et je pense que le rôle des agents et le fait que les agents et les front office aient tant de liens, pour moi c'est un souci. Tu vois, typiquement Leon Rose, le fait que Leon Rose soit les liens entre Leon Rose, les joueurs, et le fait qu'il ait un poste dans un front office, c'est un problème. C'est un problème, selon moi, de conflit d'intérêts. Bon, après, je répète, hein, c'est pas non plus le papa Brunson, c'est pas non plus un no-name qui est venu là juste pour c'est pas un pot de vin complet, un no-name. Il était assistant NBA depuis 2007. Comme dit, il est passé au Chicago Bulls avec Thibodeau, il était aussi au Bobcats, il était aussi aux Wolves avec Thibodeau, et il est revenu ensuite au Knicks. Bon, il est revenu le même été que Brunson, mais je pense qu'il y a rien de scandaleux, il y a rien d'évident. C'est peut-être que des coïncidences, et je trouve qu'on est pile à la limite en fait, tu vois, à chaque fois, et que c'est que des coïncidences peut-être, ou que voilà, il y a rien de, comment dire, il y a rien de scandaleux. Le truc, c'est que les petites coïncidences, une fois qu'elles s'accumulent, c'est peut-être plus c'est peut-être plus le hasard, quoi, tu vois. C'est peut-être en ce sens-là, en tout cas, que moi que je raisonne, et que je me dis que c'est pour ça que peut-être que la NBA est au moins venue poser 2-3 questions, parce que entre la signature en 2022 et tout ça. Bref, donc voilà, l'affaire Rick Brunson qui continue, qui en plus s'était frité avec DiVincenzo en début d'année, donc tout va bien. L'année se passe bien pour Rick Brunson. Bref, FD, la NGT ne passera pas à Paris cette année. Alors qu'est-ce qu'on dit de ça? Ouais, j'ai vu, là il y en a un qui a commencé à Istanbul. J'ai vu que ça passait pas à Paris, bon c'est dommage, mais... Donc le tournoi des jeunes, hein, le tournoi européen des jeunes que tu avais arbitré, on le répète à chaque fois, mais... Merci. Non mais voilà, c'est un tournoi qui ne passera pas à Paris cette année. Je me suis dit, allez, une petite news pour FD, ça lui fera plaisir. Est-ce que tu feras le déplacement à Istanbul, à Munich, à Ulm ou à Belgrade, ou pas forcément? Ou alors pour la finale à Dubaï, peut-être? Ah, c'est pas prévu. Donc tu seras pas cette année arbitre? Je ne pense pas. Bref, fermons la parenthèse de cette petite blague. Jay Crowder, je sais pas si t'as vu, qui a signé aux Kings et qui du suite a été titulaire. Ouais, tout de suite pour les Sacramento Kings. Et j'ai regardé, alors c'était un des derniers gros free agents qui était encore dispo. C'est un truc que je trouve arrive de plus en plus, ça. Des mecs qui attendent et qui finalement signent, non pas l'été, mais signent en cours d'année dans une équipe où ils sentent bien qu'il va y avoir besoin d'eux. Mais je crois que Markelle Fultz est encore dispo, par exemple, et pour l'instant c'est un peu flou. Bon, Robert Covington, je pense que ça sent un peu la fin. Wesley Matthews aussi, je pense que Wesley Matthews, il a quoi, 38, 39, 40, je sais plus, mais ça sent un peu la fin. Mais après, tu vois, il y a des noms que je suis un peu plus surpris, notamment Reggie Bullock, qui a pas de contrat. Justin Holiday aussi, qui a fait en plus de très bons playoffs, Justin Holiday avec Denver. Je sais pas trop pourquoi. Et puis les habituels Javal Magui et Bismack Biyombo qui seront là pour la saison pour faire des contrats de 10 jours par-ci par-là. Et puis, on aura le tweet toutes les 2 semaines de Dwight Howard qui veut revenir, ou de Isaiah Thomas aussi. C'est les deux, c'est Dwight Howard et Isaiah Thomas, et à chaque fois ils veulent revenir. Ils sont dispo, on peut pas leur dire, ils sont dispo les gars. Ils sont prêts à donner de leur corps. Ça m'avait fait beaucoup rire. Il y avait un tweet qui avait popé il y a quelques temps qui se moquait d'Isaiah Thomas, où genre on annonçait qu'un joueur NBA était mort, et t'avais Isaiah Thomas qui mettait un tweet avec genre des yeux, oh je suis disponible, enfin bref. Bref, des rumeurs de transfert, ça commence un peu à arriver. Il paraît que Chicago
Zach LaVine et Patrick Williams seraient disponibles. Oh, on est tous surpris. Quelle surprise. Quelle surprise. Surtout que moi je vais te dire, en fait, je pense que tout le monde est disponible pour le coup à Chicago. Il paraît aussi que Dorian Finney-Smith intéresse Milwaukee. Ça pourrait être intéressant, tu vois, pourquoi pas essayer de transformer ou se débarrasser de genre Pat Connaughton, Bobby Portis, pourquoi pas. Ça peut être intéressant d'en rajouter un Finney-Smith. Et puis les habituelles rumeurs, enfin j'en sais rien, mais les Lakers qui seraient intéressés par Rob Williams ou alors Jonas Valanciunas. C'est marrant comme on fait tous semblant collectivement comme si ça va pas arriver, tu sais, Valanciunas, alors que c'est prévu, c'est signé, que Valanciunas il a signé à Washington pour l'argent, pour ensuite être échangé aux Lakers, mais là c'est, voilà, bon, faisons semblant alors, puisque c'est comme ça. Et puis Fred VanVleet qui a pris une amende de $50,000. Est-ce que t'as vu son pétage de plomb face à Portland? Ouais, il nous a fait une petite dédicace aux 3 arbitres avant de partir. Et en plus il en a touché un sans faire exprès, mais Fred VanVleet il avait déjà eu, tu sais, c'est lui qui avait eu la polémique avec Ben Taylor l'année dernière. Ben Taylor, pas l'arbitre. Oui, pas Thinking Basketball, mais l'arbitre. Ouais. Effectivement, ouais, non, mais oui, c'est un habitué, mais voilà, Fred VanVleet qui prend une belle amende aussi, mais comme tu dis, bon, il s'en sort bien parce qu'il aurait pu prendre beaucoup plus cher que ça pour le coup. Dans les news aussi, Mark Cuban qui dit qu'il ne peut plus s'asseoir derrière le banc des Mavericks, alors qu'en fait il aimait bien faire ça. Le truc c'est que tu sais qu'il a vendu ses parts, donc il est plus du tout le patron de Dallas. Et en fait même la NBA lui a dit non mais en fait même à l'époque où tu étais le patron et tu t'asseyais derrière le banc, c'était déjà une violation des règles en place. Donc maintenant que t'es plus patron, bah non, on se permet carrément de t'empêcher, quoi. On va appliquer la loi. Vu que t'es plus du tout le patron des Mavs. Et surtout moi j'ai noté j'ai beaucoup aimé la citation qu'il a dit de c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à être plus impliqué que ce n'est le cas actuellement. Et j'ai envie de dire, je crois qu'on avait parlé dans les news en plus, c'était un peu prévisible, hein, le mec qui vend ses parts mais qui dit non mais je vends, je suis plus le patron mais je vais quand même être impliqué. Ça se passe jamais bien, hein. Je sais pas si tu as des exemples, mais je crois que c'est Jean-Michel Aulas à l'OL, ça c'est pareil, passé un peu pareil quoi. Ouais. Mais bon, non, dernière news aussi que j'avais pour toi, je voulais te la dire, hein, quand même. Zion Williamson voulait aller à New York en 2019 et apparemment c'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'est séparé de son agent. C'est parce qu'en fait il s'attendait à ce que ses agents se bougent un peu plus pour faire un trade. Est-ce que tu as un souvenir de ça, de l'époque ou pas, draft 2019? Moi j'ai ce souvenir. Attends, RJ Barrett on le draft en quelle année? En 2019? C'est cette année-là, ouais. J'ai ce souvenir où effectivement les Knicks finissent avec le pire bilan de la ligue. Ouais. Mine de rien, donc tout le monde pense à Zion évidemment. Ils chopent le troisième choix, donc ça fait Zion, Ja Morant et RJ Barrett. Donc on prend RJ Barrett et ensuite on a pris Cam Reddish 2-3 ans plus tard. Et c'était le moment où Zion était pas super content à New Orleans, et donc il y avait un petit peu ces rumeurs qu'on allait reformer le Big Three de Duke à New York. Donc RJ Barrett, Cam Reddish et Zion Williamson. Mais dès 2019, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les Knicks auraient trade up pour prendre le premier choix? Je sais pas, alors j'ai pas plus d'infos, mais apparemment c'est une des raisons pour laquelle il s'est séparé de ses agents, c'est que finalement il voulait aller à New York depuis toujours. Il était un peu déçu que Adam Silver n'ait pas donné, mais apparemment voilà. On sait très bien que c'est la loterie, hein, c'est le hasard, hein, c'est le hasard. Hein, c'est Anthony Davis qui doit partir, et Pelicans qui obtient le premier choix, c'est le hasard. On est d'accord, hein, c'est pas du tout organisé tout ça. Mais non, mais moi ça me fait marrer parce que ça m'a replongé quand j'ai vu cette news. Je me suis dit il faut que j'en parle à FD. Ça m'a replongé au mois de avril, mai, début juin 2019 où non peut-être la loterie était déjà passée, mais avril-mai tu sais où c'était on va signer à la free agency KD et Kyrie. Et en plus, on va avoir Zion, ouais. Et moi, je me souviens avoir fait un tweet à l'époque, ça rêve de ça, de KD, de KD, de Kyrie et de Zion, et ça va finir avec, je crois que j'avais dit Cam Reddish, et puis je sais pas quel free agent un peu nul. C'est un peu ce qui s'est passé quand même, quoi. Bon, on a pris RJ Barrett et Julius Randle. C'est ça, ouais, c'est un peu ça. Et Reggie Bullock, dont tu as parlé avant, je suis très content que tu en aies parlé, mais il y avait aussi Reggie Bullock cet été-là. Effectivement. Deux petites news pour finir. Un nouveau Français NBA, Armel Traoré, aux Lakers. Ouais. Est-ce que tu connais un peu? Alors, c'est le frère de Nolan Traoré qui va arriver à la draft prochainement, qui est attendu très très haut. Est-ce que tu connais un peu, toi, le grand frère ou pas? Oui, ça fait quand même longtemps qu'il est dans le circuit en France. Il a joué à Blois là, dernièrement. Poste 4, gaucher, peu drivé, assez mobile, assez athlétique. Je pense, actuellement, j'ai du mal à voir un rôle en NBA à court terme, hein, mais non. Ok. Il était au Mets apparemment avec Wemby, c'est ça?
Ouais, alors il était au Mets et puis ensuite il est parti à Blois. Il a plutôt bien joué à Blois avant sa draft. Je suis étonné que tu sois pas chaud sur lui, vu qu'il y a certains GM qui, dans le sondage annuel des GM, l'ont mis parmi les mecs les plus prometteurs pour le futur. T'as pas vu ça? Non. Ah, ça me surprend quand même. Bah, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, ils ont confondu avec Nolan Traoré. Donc voilà. Donc il y a un ou deux GM qui ont mis Armel Traoré. En fait, c'était pour dire Nolan. Bref, c'est des Américains. Et non, oui, Eratum aussi, pardon, par rapport à la semaine dernière. On avait parlé de Maxime Reynaud. Cette semaine, il a encore mis 32 points et 16 rebonds sur la tête de Santa Clara. Donc on embrasse Alan Guillou, si tu nous écoutes. Et je sais qu'il écoute le basket là. Mais voilà. Alan et Santa Clara qui sont pris une déflagration de la part du pivot Maxime Reynaud, un Français encore. Et puis non, pardon, Eratum, j'avais dit qu'il a fait transfert à Stanford. Non, en fait, il était entré sur le portail des transferts, mais il est resté à Stanford finalement. Donc voilà, petite Eratum par rapport à la semaine dernière. Et donc, on peut passer à notre deuxième rubrique du jour, la rubrique des affiches de la semaine. Et je crois que tu voulais commencer par nous parler d'un Houston, Minnesota. Ouais, Houston, Minnesota qui a eu lieu du coup en Coupe de la Ligue. Donc le match a eu lieu à Wimbledon, sur un beau parquet vert. Mais du coup, ouais, juste pour placer un petit peu les éléments de contexte, on n'a pas de Mike Conley du côté des Timberwolves qui ratait son 3e ou 4e match de suite. Et donc, qu'est-ce que Chris Finch nous a concocté en tout cas pour débuter le match? C'est de remplacer mathématiquement Mike Conley par Dante DiVincenzo dans le 5 de départ. Et alors, le problème, c'est que Dante DiVincenzo, sur ce début de saison, c'est très compliqué. Moi, qu'il ait quitté au Knicks en playoff l'année dernière où il posait pas un dribble, il était létal à 3 points. Là, on a un Dante DiVincenzo qui est pas efficace à 3 points et qui, en plus, on lui demande de poser des dribbles. Et historiquement, ça a toujours été un souci. Juste pour avoir... L'année dernière, il est à 40% à 3 points. Pour l'instant, il est à 31% sur ce début de saison. Alors, petit échantillon, attention, mais voilà, il y a quand même une petite patte d'adresse pour l'instant pour Dante DiVincenzo. Mais le problème, c'est que Houston voit qu'Anthony Edwards, il est un petit peu essolé en termes de création dans ce 5 de départ, puisque du coup, le 5 de départ, c'est Edwards, DiVincenzo, McDaniels, Julius Randle et Rudy Gobert. Donc, la création, elle passe vraiment que par Anthony Edwards. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Sur le pick and roll, ils le blitz. Donc, ils sortent fort à deux, même avec Şengün, ils sortent fort à deux sur Anthony Edwards pour forcer un autre joueur de créer de l'attaque, donc pour faire en sorte qu'Anthony Edwards lâche le ballon des mains. Et en fait, voilà, la deuxième attaque, elle est symbolique des soucis de Timberwolves en ce moment. C'est que Anthony Edwards est blitzé sur le pick and roll, il lâche le ballon à 45 à Dante DiVincenzo, qui n'a plus qu'à en fait amplifier le décalage. En fait, il va driver, il essaye de faire une passe, il fixe un petit peu Alperen Şengün, mais en fait la passe est vraiment téléphonée, il perd la balle, 2 points derrière sur contre-attaque. Voilà, Dante DiVincenzo, il est revenu dans ses méandres. Dante DiVincenzo, toute sa carrière, ça a été un joueur qui était dans le pire tiers de la ligue parmi les arrières. Sur le turnover percentage. Donc c'est quelqu'un qui commet énormément de balles, de turnover, qui perd énormément de balles, sauf à New York l'année dernière, puisque si je te fais les percentiles, en 2021-2022, il est dans le 7e percentile, il est à 17,1% de turnover percentage. L'année d'après, 2022-2023, à Golden State, du coup, il est dans le 3e percentile. À New York, 66e, donc il perd moins de ballons. Et là, cette année, il est nouveau à 12. Donc il y a un vrai problème de création secondaire, notamment avec Dante DiVincenzo. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. En fait, je pense qu'il y a aussi un souci d'utilisation, en fait. Parce que DiVincenzo, c'est assez clairement en fait, un connecteur. C'est pas un mec qui va créer le décalage. C'est un mec qui peut te le faire vivre, qui t'amplifie un décalage, mais c'est pas un vrai créateur. Et j'ai l'impression qu'on a un problème d'utilisation qui est assez évident, où tu te dis, on a récupéré un bon arrière, on va l'utiliser un peu voilà. Il va venir prendre des minutes ou des ballons, surtout quand il n'y a pas Mike Conley. Or, comme tu dis, c'est pas un mec qui est typé pour de la création par la main, pour de ce genre de trucs, quoi. En fait, c'est un mec qui peut t'apporter du dynamisme, et surtout,
je pense qu'il y a aussi un aspect sur lequel il excellait l'an passé, c'était réussir, enfin, c'était les dribble and off de Hartenstein qui arrivaient à le faire vivre. Alors, pas que Hartenstein, mais notamment Hartenstein. Et finalement, c'est pas tant que ça un mec où tu te dis, ouais, il est très bon au Knicks, en plus dans un rôle un peu secondaire. On peut l'utiliser, le faire venir et lui donner plein de ballons, et parce qu'il est déjà bon sur les ballons qu'il a, on peut lui en donner encore plus ou quoi. Bah non, c'est aussi un certain profil qui doit être utilisé d'une certaine manière. Et cette manière, c'est notamment tout le dynamisme, mais aussi optimisé par d'autres. Et donc, notamment, ces jeux de main à main qui sont un peu à la base de tout. C'est pas pareil, un jeu de main à main où il doit arriver lancé, où il a certaines lectures, où il y a le pivot qui peut lui utiliser son jeu sans ballon, sa vitesse, etc. Ou alors, tiens, prends le ballon et c'est toi qui es le créateur de pick and roll. C'est pas exactement pareil, quoi. Ouais, le problème, c'est que pour l'instant, l'attaque des Timberwolves manque clairement de synergie, et ça, en fait, on s'en doutait un petit peu. Mais l'utilisation de Julius Randle actuellement, c'est-à-dire en fait dans du Julius Randle classique, hein, on lui donne la balle poste haut ou sur la ligne à 3 points, on lui demande de créer. Le problème, c'est que ça fait un petit peu une redondance avec Anthony Edwards. Pour le coup, Anthony Edwards, même contre Houston, il fait un super match. Un petit peu de mal en première mi-temps, mais il fait un super match derrière. Il prend beaucoup de tirs, il met pas forcément dedans à 3 points, mais en fait, on lui demande beaucoup trop offensivement. C'est là que la perte de Karl Anthony Towns, elle pose quand même problème. Mais il y a un vrai manque de synergie dans cette attaque des Wolves. Du coup, on en demande un petit peu trop à Dante DiVincenzo. On l'utilise mal. On en demande trop pour Julius Randle, alors dans son rôle classique, mais on en demande trop à Julius Randle dans le sens où ce que fait Julius Randle historiquement, c'est quand même assez peu efficace. Et ça continue actuellement à Minnesota. Et puis après, voilà, c'est pas des Rudy Gobert, Jalen McDaniels, même Nickel Alexander-Walker, c'est pas des joueurs à qui on demande forcément beaucoup de création. Donc il y a il y a clairement un problème structurel dans cette attaque, et on en demande un petit peu trop à Anthony Edwards. Et du coup, la solution par rapport au manque de Dante DiVincenzo, ça a été de lancer un petit peu, je pense que vous avez vu passer des tweets dessus, sur Rob Dillingham, donc le rookie. En sortant, il sort de Kentucky, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et qui, pour le coup, Rob Dillingham a fait un match, alors en demi-teinte, dans le sens où sa première mi-temps est quand même pas très bonne, avec pas mal de mauvais choix, notamment sur pick and roll face au drop de Şengün, qui, une fois n'est pas coutume, fait un super match défensif. Mais ouais, Rob Dillingham en première mi-temps un petit peu compliqué dans la lecture des pick and roll, des tirs qui rentrent pas dedans, une incapacité à aller au cercle. Donc je me dis, bon, on en demande beaucoup à Anthony Edwards, qui fait le taf. On en demande beaucoup à DiVincenzo qui répond pas présent, beaucoup à Julius Randle qui fait du Julius Randle. Rob Dillingham qui a un petit peu de mal aussi. Je me dis, bon, c'est quand même assez compliqué. Mine de rien, en deuxième mi-temps, il y a eu vraiment du mieux pour Rob Dillingham. Il a un pull-up à 3 points qui rentre, il a un catch and shoot à 3 points qui rentre, qu'il mette dans le rythme. Et puis à un moment, une super lecture sur pick and roll, et il arrive à envoyer Rudy Gobert ou alley-oop. Donc voilà, je pense que en termes de création, il peut permettre de combler ce manque. Donc je serais pas surpris de le voir avoir plus de responsabilité, même au retour de Mike Conley. Mais tout ça, en fait, voilà, les soucis des Timberwolves, ils sont structurels. Sur ce match-là, ils sont aussi provoqués par un super match défensif de Şengün. Tari Eason, qui fait un match à la Tari Eason, dans de la polyvalence pure défensivement, capable de tenir l'isolation d'Anthony Edwards sur une possession, et le post-up de Naz Reid sur la possession suivante. Même Jabari Smith qui est là dans la dissuasion, dans la longueur, et qui en plus met ses 3 points sur le match. Donc bon match de Jabari Smith en tout cas, avec le tir à 3 points et puis la défense. Et la dernière stat sur ce match-là, tu sais, on a un petit peu le cliché de dire que Alperen Şengün c'est un bébé Jokic en termes de style de jeu, etc. Il est en train de prendre sur les on-off. Alors c'est sur un match, je sais, c'est pas significatif, mais sur les 42 minutes, parce que le match va en prolongation, sur les 42 minutes où Alperen Şengün est sur le terrain, les Rockets sont à plus 28. Dans les 11 minutes où il est dehors, ils sont à moins 22. On est dans des niveaux Jokic-esques de minutes de banc perdu. Je répète, dans les 11 minutes où il est en dehors du terrain, on est à moins 22. Ça dit beaucoup d'Alperen Şengün, ça dit aussi beaucoup
de son backup actuel en l'absence de Steven Adams, c'est-à-dire Jock Landale, que j'avais pas mal aimé par séquence l'année dernière à Phoenix, mais par séquence très très limitée. Et puis, il y a 2 ans du coup. Oui, il y a 2 ans, ouais. Et c'est Drew Eubanks qui avait pris son rôle un petit peu l'année dernière à Phoenix, mais ouais, Jock Landale un petit peu compliqué là sur ce match-là, notamment ciblé par Anthony Edwards qui va au panier quand il veut, quand Jock Landale est sur le terrain. Donc voilà, mais le match va en prolongation parce qu'Anthony Edwards arrive sur la deuxième mi-temps à finir au cercle et fait vraiment un super match. Le bon passage de Rob Dillingham et une petite perte d'adresse notamment de Fred VanVleet en deuxième mi-temps, mais très bon match de Fred VanVleet. Dillon Brooks qui met aussi beaucoup de tirs, donc un match super sympa quand même. J'ai pas parlé d'Amen Thompson, mais voilà, Amen Thompson dans la polyvalence défensive et même un petit peu de création offensive, c'était vraiment un super match. Bah, le truc, c'est que cette équipe des Wolves, elle va quand même pas si bien que ça cette année, on le voit. Après, je sais pas trop comment l'expliquer, parce que tu vois, on peut pointer du doigt, par exemple, l'absence de Towns, mais et le fait de le remplacer par Randle. Je sais pas que si t'as vu Randle ou que t'es satisfait ou pas, toi, de l'ancien, enfin le fan d'Enix qu'il a bien connu, mais tu vois, je pense que c'est aussi le fait qu'ils sont plus aussi dominants qu'avant, j'ai l'impression, que défensivement en fait. C'est pas sûr. Que parce que l'attaque, c'est pas comme si l'an dernier il y avait une attaque qui était géniale et qui d'un coup est devenue moyenne. J'ai surtout l'impression qu'ils sont moins fabuleux qu'ils avaient pu être en défense en fait. Non, bah c'est ça. Après c'est dans le compromis en fait. Dans le compromis, voilà, l'année dernière c'est la meilleure défense de la ligue. Cette année ils sont 11e. Effectivement, en attaque l'année dernière ils étaient 16e et cette année ils sont 16e aussi. Donc c'est mine de rien l'attaque et à un niveau similaire par rapport à ce qu'on avait l'année dernière, mais on était en droit selon moi d'en attendre plus, dans le sens où on savait que Julius Randle allait pas forcément aider ta défense, donc j'imagine que l'idée c'était tu seras un peu moins bien en défense, peut-être que du coup il va t'apporter en attaque, et pour l'instant c'est pas vraiment le cas quoi. Ouais. Et donc Sengun un peu plus au centre du projet alors en termes d'attaque. Ouais, oui, Sengun, quand il est sur le terrain, presque tous les ballons passent par lui. Presque tous les ballons passent par lui, que ce soit sur de la création en termes au poste haut, un petit peu à la Jokic, un peu à la Hartenstein, en termes de hub offensif. Et puis sinon, moi ce que j'aime beaucoup avec Sengun, c'est la qualité. Et pas mal cette phrase, hein. Un peu à la Jokic, à la Hartenstein. C'est pas mal comme. Bah ouais, c'est un peu le cliché du hub offensif, du pivot hub offensif. C'est toujours les deux. Bon, il y a Sabonis aussi, mais Sabonis c'est encore différent parce que les Kings ont un style de jeu un peu particulier, mais c'est un peu les deux exemples qui me viennent à l'esprit. Mais ce que j'aime beaucoup avec Alperen Sengun, c'est sa qualité de pose d'écran, et c'est peut-être un petit peu ça qui le différencie d'autres pivots jeunes, c'est que Fred VanVleet est capable vraiment Fred VanVleet se régale cette année, notamment à mi-distance, à la suite des écrans d'Alperen Sengun, donc voilà, ce côté-là, pose d'écran plus création, il fait 11 passes décisives sur le match. Même si le scoring a un petit peu de mal, tu vois, il fait 9 sur 23, mais entre guillemets, c'est normal, c'est Rudy Gobert en face. S'il était encore efficace au poste bas contre Rudy Gobert, on en parlerait un petit peu plus d'Alperen Sengun. Mais tu vois, l'impact offensif quand il est sur le terrain est vraiment super, super important. Il est à 97% d'usage rate sur le match. Ouais. Donc vraiment, il a vraiment ce côté plaque tournante de l'attaque, et pour le coup un match assez satisfaisant en défense, là où j'étais un petit peu plus sévère sur la défense d'habitude. Je sais pas trop quoi penser des Wolves pour l'instant. Alors j'ai pas vu ce match-là en l'occurrence, mais c'est un peu compliqué et je comprends pas trop le projet, parce que tu vois, pour moi un des moves qui était, enfin une des raisons du move de Towns, c'était de dire on gagne en flexibilité, on fait le choix entre Naz Reid et Towns, on fait le choix pour laisser la place à Naz Reid, et parce qu'en plus, bon, il est peut-être moins fort, mais il peut devenir intéressant, et en plus on gagne en flexibilité financière parce que c'est un contrat moins gros. Mais donc là, je suis un peu étonné de voir à quel point est-ce que Randle est un peu au centre du projet. Tu vois, je pouvais m'attendre à ce qu'on mette Randle un peu, qu'on le fasse jouer avant de l'échanger. C'était pas obligé de l'échanger, de le rééchanger de suite. Mais j'ai l'impression que c'est pas juste on le fait jouer le temps de l'échanger. Là, voilà, c'est vraiment, il est vraiment au centre du projet en tant que créateur majeur, quoi. Donc je me pose un peu la question, parce que si c'est vraiment ça la direction qui est prise, je trouve ça un peu dommage, quoi, pour le coup, parce que c'est quand même moins intéressant à mon sens, quoi. Je pouvais soutenir un peu le pari de on abandonne Towns pour un joueur moins fort mais potentiellement qui peut être intéressant avec un profil différent qu'est Naz Reid,
Mais si c'est juste échanger Towns pour avoir Randle et pour utiliser le Randle d'habitude, j'avoue que j'accroche un peu moins, mais bon. Ce qui est toujours intéressant à regarder pour moi, pour comprendre le projet d'une équipe, c'est souvent de regarder leur première possession. Qu'est-ce qui se passe sur la première possession des Timberwolves? C'est du coup Julius Randle qui récupère le ballon à 45 degrés à droite, qui bénéficie d'un écran de Rudy Gobert, alors qu'en plus il est défendu par Dillon Brooks, donc tu peux même pas te dire bon bah en face c'est un poste 4 un peu grand, un peu lourd, donc on va attaquer le mismatch avec la vitesse de Julius Randle. Non, c'est Dillon Brooks en face, c'est compliqué. Donc on a un pick and roll avec Rudy Gobert, et ensuite on arrive à, enfin c'est même un spin pick and roll en fait, du coup avec, enfin c'est un stack, un spin pick and roll avec Anthony Edwards qui pose le deuxième écran. Mais sauf que faire un spin pick and roll avec Julius Randle, on sait comment ça finit, c'est que le deuxième écran et l'ouverture à 3 points de Anthony Edwards ou le lob pour Rudy Gobert, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc on finit par avoir un lay-up main gauche contesté par Dillon Brooks du côté droit du terrain par Julius Randle qui touche à peine le cercle, quoi. Et tu te dis bon bah voilà, c'est donc ça le projet offensif de Timberwolves, c'est de donner la balle sur du 1 contre 1 à Julius Randle contre Dillon Brooks. Bon, je suis pas convaincu. Et puis tu voulais aussi nous parler rapidement, enfin tu peux prendre le temps je veux dire, mais non, je voulais rapidement parler du match entre les Kings et le Thunder. Tu m'as dit justement pour évoquer Hartenstein qui est revenu, ça y est. Ouais, effectivement. Alors c'était pas le premier match d'Isaiah Hartenstein, c'était son deuxième. Je sais plus contre qui c'était le premier, mais voilà, je voulais un peu regarder par rapport, déjà parce que j'avais pas beaucoup vu les Kings, et comme on avait une question le dernier hebdo où je suis passé, on m'a demandé l'attaque des Kings, qu'est-ce que j'en pense, l'intégration de DeMar DeRozan. Entre temps, Jérémy, le boss de QI Basket, a sorti un article dessus, si vous voulez aller regarder, sur l'intégration de DeMar DeRozan dans cette attaque des Kings. Et donc je voulais un peu regarder ça. Bon, rien de bien révolutionnaire dans ce que je vais dire, hein, mais l'intégration d'Isaiah Hartenstein, la qualité de sa pose d'écran, mais surtout sur les dribble end-off qui fonctionnent très très bien, mais ça on s'y attendait, qui fonctionne très très bien avec Shai Gilgeous-Alexander ou avec Jalen Williams. Je pense que c'est quelque chose qu'on va répéter toute la saison, cette qualité qui avait notamment débloqué l'année dernière Dante DiVincenzo au Knicks, qui avait beaucoup fait de bien aussi à Jalen Brunson, la qualité des dribble end-off, donc des situations de main à main. Avec Hartenstein, pour l'instant, voilà, c'est chez Gilgeous-Alexander, je pense qu'il va se régaler. Et une petite, alors je sais pas, j'ai pas assez regardé les Kings pour dire si c'est quelque chose qu'ils font beaucoup ou pas, mais j'ai trouvé ça sympa. Sur un pick and roll pris par DeMar DeRozan, les défenses, elles connaissent, elles le savent. DeMar DeRozan, il va pas pull up à 3 points, donc qu'est-ce qu'elles font? Elles font un stick, donc on met même pas de edge. Donc en fait le défenseur du poseur d'écran reste vraiment collé au poseur d'écran, ce qui permet du coup au défenseur de DeMar DeRozan de passer en dessous. Oui, donc en fait il y a pas de vraie couverture défensive en fait, c'est juste on va même pas essayer de contenir, le gros ne contient pas le porteur de balle, il reste collé au poseur d'écran et c'est à l'autre à passer en dessous. C'est ça. En fait on se dit le gros reste vraiment collé au maximum pour qu'en fait le défenseur de DeMar DeRozan est juste à faire un pas en arrière, puis un pas un pas de nouveau vers DeMar DeRozan pour contenir le drive. Puisque en fait on n'a pas cette menace de pull-up à 3 points, donc on se dit bah voilà, on va quand même réussir à le contenir sur le drive si on fait bien le stick, et au pire il tire à 3 points, c'est pas très grave. Du coup ils le font sur la première possession. C'est Lou Dort qui le fait. Lou Dort il arrive bien à contenir le drive va un peu nulle part. Parce que l'écran était posé traditionnellement ligne à 3 points. L'action d'après, c'est Sabonis qui va poser l'écran. Il fait fin de poser l'écran au niveau de la ligne à 3 points, ce qui est un petit peu... Enfin, c'est normal de poser un écran à ce niveau-là. Puis en fait, au dernier moment, il se rapproche de la ligne des lancers francs, ce qui fait qu'en fait, au moment où DeMar DeRozan prend l'écran, Jalen Williams passe encore en dessous, mais DeRozan se retrouve ligne des lancers, tellement l'écran est posé bas.
Tu vois ce que je veux dire, un peu à l'époque où il n'y avait pas de spacing, quoi. À l'époque où il n'y avait pas de spacing et on posait les écrans super bas. Du coup, en fait, quand tu passes en dessous là sur DeMar DeRozan et qu'il a juste un dribble et qu'il se retrouve ligne des lancers francs, voilà, ils l'ont fait 2 fois, ça a fait 2 sur 2. Et du coup, en deuxième mi-temps, et après ça, ils se sont dit non, c'est fini, on passe plus en dessous sur DeMar DeRozan quand l'écran est posé aussi bas. On switch, au pire, on se fait battre sur le switch. Et du coup, il y a une situation où DeMar DeRozan met un super tir sur la tête d'Isaiah Hartenstein. Ouais, parce que en fait, le contre-move, enfin, l'inconvénient de passer sous l'écran, c'est que tu laisses le pull-up. Et donc, dans les pick and roll modernes, le pull-up que tu laisses, c'est à 3 points. Et donc, le contre-move des Kings, c'est de dire, si tu veux nous laisser un pull-up, on va rapprocher l'écran du panier. Comme ça, le pull-up que tu vas nous laisser, ça va être à mi-distance, quoi. Et donc, ça, là, pour le coup, DeRozan, il va se faire plaisir, quoi. Voilà, donc il s'est fait plaisir, donc voilà, je trouvais ça sympa parce que l'écran est posé tellement bas que esthétiquement ça donne vraiment une impression bizarre. Ouais. Puis sinon, OKC, un petit peu comme d'habitude, chasse au mismatch en attaque, le pauvre Kevin Huerter qui s'est fait cibler, mais action après action. Tu vois, quand on parlait des news de la semaine, quand tu nous as dit Jay Crowder qui est signé le 26 novembre et qui le 27 à 14h est titulaire. Je me dis, mais enfin, c'est quand même fou quoi, que dans la NBA actuelle, qui est quand même assez complexe tactiquement, tu puisses prendre un mec dans ton effectif et voilà, 10 heures après lui dire bah voilà, t'es titulaire, voilà à peu près comment on joue, mets-toi dans un corner et puis regarde ce que les mecs te disent de faire. Bah, en fait, je me dis, c'est surtout qu'il n'y a pas mieux. Actuellement, sur les ailes à Sacramento, il y a Keegan Murray qui fait sa saison, il y a DeMar DeRozan. Mais à part ça, Kevin Huerter, c'est quand même, c'est très compliqué défensivement. Et puis, il me semble que le tir, en plus, cette année, est un petit peu en deçà des attentes. Mais non, c'est un peu compliqué, Kevin Huerter, pour l'instant. Ouais, et puis malheureusement, on est un peu dans la continuité de l'an passé, quoi. C'est ça qui est un peu inquiétant, parce que il y avait la saison 2023 où il était un élément majeur. Tu sais, les 14 000 articles sur le dribble and off, entre le jeu de main à main entre Kevin Huerter et Sabonis, c'est un des moteurs de l'attaque, etc. Il sortait d'un début de carrière en plus à Atlanta où il était pareil, un titulaire 30 minutes par match, gros élément de l'équipe, etc. Et l'an passé, il avait déjà été un peu rétrogradé en termes de minutage et même de titularisation. On avait parlé cet été dans le top 100. Et là, ça recommence, quoi. C'est-à-dire qu'on est de nouveau avec un temps de jeu qui est... bon, pour l'instant, ça n'a pas encore dégringolé, mais c'est vrai que depuis 2 matchs, depuis que Jay Crowder est arrivé, comme tu dis, on est repassé à un mec qui joue 10 minutes par match. 10 minutes et 14 minutes, quoi. Et je pense qu'il y a les déficiences défensives, mais qui étaient là aussi à la base, quoi. C'est un peu ça qui est particulier, c'est que il y a un peu l'impression qu'on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, où plutôt que de dire on fait une philosophie d'équipe et de toute façon on sait que on est comme ça, on y va à fond pour l'attaque. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de dire ah ouais mais on est bon en attaque, mais quand même essayons de renforcer la défense, tu vois, essayer d'un peu un peu avoir les deux, et donc c'est un peu lui qui paye. Après je pense qu'il paye aussi parce que pour l'instant il est pas bon, quoi. Alors tu vois, je parlais du minutage, mais pourquoi est-ce qu'il a aussi perdu de sa place l'an passé déjà? C'est parce qu'il était beaucoup moins bon que l'année d'avant en termes de mettre les tirs, etc. Et là j'ai l'impression que cette année c'est encore pareil, quoi. Ouais, par contre, il y en a un qui prend des tirs à Sacramento, c'est Sabonis, qui a presque doublé son volume à 3 points. L'année dernière, il prenait 7% de ses tirs à 3 points. Cette année, on est à 18%. Donc voilà, on a, il y a un peu moins d'hésitation, tu vois, il en prend 2-3 sur le match, où pour le coup, il fait vraiment du pick and pop. Hartenstein est sur un drop classique de Isaiah Hartenstein. Du coup, en catch and shoot, il le prend sans grande hésitation. Pour l'instant, il est à 40%, pardon. À 3 points, je pense pas qu'on y reste, et je pense que ça reste assez anecdotique. C'est pas quelque chose qui crée du spacing ou qui crée beaucoup de valeur. Mais voilà, juste pour dire que Sabonis prend un peu plus de 3 points cette année. C'est un petit peu comme Bam Adebayo, quoi. Sauf que pour le coup, Sabonis a une meilleure réussite. Mais voilà, on a un petit peu, on en avait parlé de Nurkic il y a 3 semaines. Tous ces pivots qui ont dû toucher, voilà, on leur demande de plus en plus de reculer et puis de prendre ses tirs, quoi. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui change fondamentalement l'attaque des Kings. Après, la différence pour moi, c'est que je suis pas sûr que Sabonis y arrive un jour à développer ça. En tout cas, il y a un peu un doute, parce que pour moi, il y a peut-être une limite en termes de mécanique. Et c'est un peu le cas aussi avec DeAndre Ayton. Moi, je me souviens, on en avait parlé à l'époque de la draft, déjà, quand j'avais fait ma vidéo scouting, j'en avais parlé. Et que Ayton a toujours été un génial pour la mi-distance. Et on se dit, ouais, un grand qui a ce point du toucher, une mécanique qui était déjà bien compacte et bien faite. Ouais, on peut projeter un shooter à 3 points. Moi, je me souviens que quand je l'avais scouté, j'avais dit, mais le truc, c'est, en fait, la trajectoire de tir, elle est
très très plate. Et donc en fait, c'est pas sûr que la portée de tir puisse aussi facilement que ça s'étendre de la mi-distance jusqu'à 3 points, parce que il y a à ce point, enfin la trajectoire est à ce point plat, tu vois, la mécanique est un peu réglée, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est un peu le cas avec Sabonis aussi, en termes de trajectoire, de mécanique, et en tout cas, j'ai l'impression que l'agrandissement de la portée de tir n'est pas si facile que ça, quoi. Ouais, non, c'est clairement. Et puis en plus, il y a l'indicateur des lancers francs où en carrière, il est tout le temps autour de 73-74%. Alors cette année, sur ce début de saison, il est à 85%. Donc voilà. Mais sa mécanique a pas changé. Je pense que tu vois, on passe de 70 au lancer franc l'année dernière à 85. Je pense que c'est une légère surchauffe et on va retomber autour des. Alors peut-être qu'il y aura une amélioration. Hein. On sera peut-être plus entre 75 et 80 que 70 et 75 comme habituellement. Mais voilà, je pense que c'est vraiment anecdotique. Mais voilà, juste voilà, Kevin Huerter, compliqué, et ça explique pourquoi Jay Crowder est tout de suite titulaire. Ouais. Et en plus, ça fait redondance avec DeRozan aussi. Enfin, maintenant qu'il y a DeRozan, il va prendre ses tirs, donc il n'y a peut-être pas besoin de l'attaque avec Huerter à ce point. Donc ouais, 3 matchs déjà pour Hartenstein côté OKC. Bon, OKC toujours premier à l'Ouest, hein, en tout cas au moment où nous on enregistre. 14 victoires, 4 défaites. Je suis juste un peu déçu parce que premier à l'Ouest, ok. Je suis déçu que les blessures vont les empêcher de faire ce que j'avais un peu prédit, c'est-à-dire plus de 65 victoires, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur ce rythme-là, mais parce qu'en même temps, s'il y a personne qui joue pivot, bah, c'est un peu compliqué de faire la saison parfaite, quoi. Pour le coup, enfin, pour faire des saisons parfaites, en général, il faut quand même un peu avoir la chance d'être épargné par les blessures, ouais, comme tu dis, la chance. Mais alors, on peut enchaîner puisque tu m'as promis en antenne une hot take de folie. C'est maintenant FD, puisque tu as vu aussi le Spurs Lakers et tu veux envoyer du feu sur les Lakers, c'est ça? Je vais l'amener toujours de manière très calme. Non, c'était une. Alors, j'ai pas énormément regardé les Lakers cette année. J'ai pas énormément regardé les Spurs non plus. Du coup, je me suis dit bon bah ça y est, à un moment il faut y aller. Les Lakers, je pense que ça fait 3 ans que je te le dis, c'est une équipe que j'ai toujours un peu de mal à analyser en saison régulière parce que Anthony Davis et LeBron James, tu sais jamais trop dans quel mood ils sont. Est-ce qu'ils y vont à fond? Qu'est-ce qu'ils se retiennent? Alors j'espère du coup que je suis encore en train de regarder un LeBron James de saison régulière qui se retient, parce que là, je vais pas répéter le tweet, mais je pense que c'est le tweet le plus drôle du NBA Twitter. Un mec qui en 2013 dit LeBron a 30 ans. 2015. On va fêter les 10 ans là cette année. LeBron a bientôt 30 ans, 10, je vais pas dire le mot, je suis pas Azad, il y aura pas de bif, mais voilà, ce bordel va pas durer très longtemps encore. Je pense, j'ose m'avancer en disant que je pense que le bordel est terminé. Et j'aime pas dire ça parce que j'adore LeBron, j'adore le joueur et puis respect total quoi. Mais je sais pas, il y a plein de choses dans ce match qui me font dire que voilà, LeBron James, je pense, ça y est, on voit enfin les premiers signes d'un recul logique, quoi. Parce que... Enfin, à 40 ans. Ouais, c'est ça, c'est horrible. Enfin, franchement, le fait qu'on commence à dire ça que maintenant, ou que je commence, parce que je mets personne d'autre dans le panier, mais il y a quand même des pertes de balles qui me posent problème sur ce match. Il perd 3 ballons, vraiment sur la première passe de l'attaque. C'est vraiment la passe, puisque c'est lui qui mène la balle. En tout cas, dans les situations de jeu placé, c'est lui qui apporte la balle en zone avant. Il y a 3 pertes de balles sur des entry passes, quoi. Tu vois, les premières passes de système. Alors oui, ok, Victor Wembanyama est long, donc il y en a une pour lui où je me dis, bon, voilà, c'est LeBron qui n'a pas encore compris que Wembanyama avait une grosse envergure. Il y en a 2-3 autres où je me dis, bon, c'est peut-être de la saison régulière et du coup il en garde un petit peu sous l'accélérateur, mais ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est notamment sa réussite au tir. Il va toujours au panier, ça y a pas de souci. Par contre, sa réussite au cercle, c'est la plus basse de sa carrière pour l'instant, ou depuis son année rookie, je crois. Tu vois, là il est à 68%, là où l'année dernière il était encore à 73%, l'année d'avant 75%, là on est à 68%. Et en termes de provocation provocation, en termes, il provoque très peu de fautes. Il provoque très peu de fautes. Moins qu'avant, en tout cas. Ouais, enfin moins qu'avant. Oui, voilà, c'est ça. Il est à peine dans la moyenne, le bougre. Ouais. Mais par rapport aux années précédentes, j'ai l'impression qu'il est quand même plus utilisé balle en main cette année. Ou en tout cas, JJ Redick lui demande un petit peu plus d'initiation que ce qu'on avait auparavant.
Donc voilà, il y a un petit peu ces deux aspects-là qui me font dire, bon, je crois qu'il commence un petit peu à être sur le déclin. Ça reste quand même un super joueur, hein, ça c'est pas le souci. Mais sur le match, voilà, il fait pas un super match contre les Spurs. Notamment parce que Wembanyama, mais aussi et surtout parce que il fait pas forcément les super choix. Je vous invite à regarder la fin du deuxième quart-temps. Voilà, les 2-3 dernières minutes du deuxième quart-temps, il fait 0 sur 5 au cercle, avec à chaque fois, je pense qu'il y avait des meilleures options que son tir au cercle, notamment sur des spin pick and roll qui sont, je pense, quelque chose de super important dans l'attaque de JJ Redick, où en fait tu attends de LeBron qu'il fasse des meilleures décisions que ça, quoi. Et finalement, il force un petit peu des tirs au panier. On a l'impression que c'est pour se remettre en confiance aussi, mais sauf que c'est tous des tirs un petit peu moins bons que le précédent, donc c'est un peu compliqué. Bah ça, j'avoue que j'en avais parlé il y a 2-3 semaines. Je sais plus, je crois que c'était avec Azad, je crois. Je l'ai mentionné comme ça vite fait en me disant, en effet, alors j'ai vu pas mal de matchs des Lakers, c'est compliqué sur les fins de drive. Ça décolle plus autant qu'avant. Tu vois, j'avais cité dans l'hebdo déjà, donc t'inquiète pas, ta hot take n'est pas si tu vas pas te faire insulter. Moi je me suis pas fait insulter. Non mais je te rejoins et je pense que là pour l'instant ce qui le sauve un peu c'est le shot making en fait. C'est la capacité à mettre des jump shots qu'il n'avait pas en début de carrière, mais que voilà, comme on dit, on répète à chaque fois, mais le shoot vient avec l'âge, vu que le shoot c'est de la mémoire gestuelle et donc quand t'as 20 ans d'entraînement et d'années NBA, ça commence à venir quoi, grosso modo. Rappelez-vous Jason Kidd ou des mecs comme ça qui sont non shooters au début et qui finissent troisième meilleur shooter de l'histoire de la NBA en termes de 3 points, Jason Kidd. Mais bref, donc tu vois, cette année il est encore à 40% à 3 points et même cette année il a des systèmes appelés pour lui pour des tirs en sortie d'écran, ce qui paraît un peu impensable, ne serait-ce qu'il y a 5-6 ans quoi pour le coup. Et je pense que c'est ce qui le maintient un peu en vie, parce qu'en effet on a un peu une chute de lancer franc et d'efficacité, mais ça c'est un peu c'est les marqueurs quoi, c'est le quoi, mais maintenant si on regarde le pourquoi et non pas juste les stats, mais qu'est-ce qui se passe dans le match, c'est qu'effectivement comme tu dis, moi je trouve qu'il y a plus autant de jus qu'avant quoi. Et là où c'est un peu étonnant, c'est qu'on sort d'une année où on en avait parlé cet été, mais l'an dernier, il était 3e meilleur driver de NBA. En termes d'efficacité, en tout cas, c'était le 3e driver le plus efficace en termes d'efficacité layup plus productivité lancé franc. Donc il était encore élite. Une partie était en transition, donc c'était pas que des drives purs et durs de demi-terrain, mais quand même, il y avait quand même, même sur demi-terrain, il y avait quand même de très très bonne qualité, même si pas autant qu'avant. Donc je pense que la première étape, c'est qu'on a un peu perdu le volume. On est passé d'un mec qui était le meilleur driver de NBA tout court, mais qu'il était devenu sur moins de drive qu'avant. On a déjà perdu le volume. Effectivement, je me demande si on n'est pas peut-être en train de perdre enfin à 40 ans, comme tu dis, aussi l'aspect efficacité maintenant et le fait que tu le vois driver et il y a moins de jus quoi, et ça décolle pas aussi haut qu'avant, ça décolle pas aussi vite, c'est un peu compliqué dans le trafic, c'est plus lourd aussi hein, donc parfois c'est bien la puissance pour compenser, pour aller au panier, mais sauf qu'à la fin c'est compliqué. Donc je sais pas trop, mais tu vois, en un sens, moi j'ai un peu cette impression que pour l'instant le tir à 3 points est un peu en train de compenser le reste de son jeu, notamment le drive, et c'est vrai que là-dessus j'avoue que moi je suis un peu déçu, parce que un des trucs que Darvin Ham avait très bien fait, notamment je trouve, c'était justement un peu essayer de métamorphoser LeBron et l'utiliser beaucoup en poseur d'écran et sur tout ce qui était jeu sans ballon. Là, j'ai l'impression qu'on a perdu ça cette année. Je retrouve pas autant qu'avant le fameux LeBron poseur d'écran de ces 2 dernières années, de 23 et 24. Et c'est un peu dommage, quoi, parce que tu vois, notamment tout ce qui est le jeu à 2 avec Austin Reeves, c'était pour moi un des meilleurs jeux à 2 de NBA. Et là, c'est pas trop le cas, quoi. Là, on a perdu. Je trouve alors c'est qu'une impression, je peux aller voir les chiffres, etc. Mais moi, quand je regarde les matchs des Lakers, je vois pas autant qu'avant cet aspect de c'est plus autant un porteur de balle, on va essayer de l'utiliser un peu différemment. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi pour ça que LeBron était fâché après Darvin Ham et voulait Redick. Hein. C'est peut-être qu'il voulait jouer comme avant, quand même. Mais je sais pas. Ouais, c'est Father Time is undefeated, tu sais. Donc parfois il est en retard, mais il est toujours là. Ouais. Au-delà de LeBron James, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il ait utilisé plus balle en main. Je l'ai un peu dit avant, donc je vais pas revenir dessus. Mais le match de Wembanyama, pour moi, est vraiment symbolique de ce que je crois comprendre de sa saison, avec son lot de frustration, toujours de gros flashs, parce que c'est Victor Wembanyama. Mais voilà, juste pour donner quelques éléments. Utilisé en poseur d'écran, Wembanyama en début de match, les Lakers systématiquement donnent le switch. Donc, réaction des Spurs, classique, c'est de chercher le mismatch au poste bas avec Victor Wembanyama. Donc on se retrouve avec beaucoup de situations où c'est Dalton Knecht. Je refuse de dire connect, comme les Américains.
À un moment, les que gars, l'Alsacien, c'est pour ça. Knecht, c'est allemand, les gars, ou c'est alsacien. Arrêtez de dire Dalton Connect. Non, Ouais. c'est Knecht, voilà, enfin, ou Knecht, ou enfin, comme vous voulez. Mais du coup, Dalton, le rookie, on se retrouve avec lui en mismatch sur Wembanyama, des situations avec Austin Reeves, même des situations en fait avec Christian Koloko qui, bah, en fait, c'est un pivot, Christian Koloko, mais alors il est listé à 7 pieds, 7 pieds 0. Visuellement, t'as pas l'impression qu'il est si grand que ça, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Il a assez fin, ouais. Oui, c'est peut-être ça en termes de morphologie. Et du coup, sur les mismatchs, qu'est-ce que font les Lakers systématiquement? C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire à mon avis face à Wembanyama. C'est des prises à deux, quoi. Systématiquement, ouais. Dès qu'il est au poste bas, prise à deux sur Victor Wembanyama. Et globalement, la qualité des décisions sur ces prises à deux est assez moyenne, quoi. Tu sais, il a un peu cette tendance à vouloir dribbler alors que il est super grand, on met la balle en haut et regarde la passe qui est ouverte. Non, il a tendance à essayer de faire des spin moves pour se sortir de cette prise à deux, ou de dribbler et de reculer. Mais voilà, globalement, les décisions sont un peu moyennes face à ces prises à deux. Ça me rappelle un peu, si on fait un parallèle avec la NFL, tu sais, un quarterback rookie, et tu lui envoies 15 blitz par match, quoi. Ouais. Tu lui dis, vas-y, tu veux de la pression, on va voir comment tu la gères. C'est un petit peu ce qui s'est passé, du coup, pour lui faciliter un petit peu la tâche. Ils l'ont utilisé notamment en tant que porteur de balle. Il y a des situations super intéressantes où c'est Stephen Castle qui vient poser un écran et c'est Victor Wembanyama qui est porteur de balle, donc des situations d'inverted pick and roll. Il est fort, hein, lui, Castle. Ouais, waouh. Ouais, j'allais en parler après. Stephen Castle. C'était un jeu de mots château fort, mais oui, non, mais en vrai. Ouais, non, mais non, en vrai, pour blague à part, il est fort. Ouais. Ah, franchement, mais quel rayon de soleil dans le noir des Spurs, parce que on en a beaucoup parlé l'année dernière. Trey Jones, c'est sympa, mais bon, ça a quand même ses limites. Malachi Branham, etc. Tout ça, c'est avec Victor Wembanyama, c'est pas super complémentaire. Mais alors ouais, Stephen Castle, en termes de lecture de jeu, en termes de capacité à aller au cercle, et juste en termes de qualité de passe, il y a une situation super intéressante où t'as Wemby qui va poser un écran et qui fait un slip screen, tu sais, qui monte pour aller poser l'écran, sauf qu'il pose pas vraiment l'écran, il repart, parce que son défenseur du coup anticipe, fait un edge. Et du coup, lui, sans poser l'écran, il glisse l'écran. Il glisse, voilà, slip. Il glisse l'écran, il va tout de suite au cercle. Et cette passe, elle est pas facile, parce qu'il faut la faire dans le dribble, t'as pas le temps d'arrêter ton dribble. Et Stephen Castle fait une super passe. Enfin, c'était vraiment sympa. Il me semble qu'il y a une vidéo de Baptiste et Azad, je sais pas lequel des deux l'a fait, mais sur le Dreamcast Show, une vidéo sur Stephen Castle, allez la regarder. Voilà. Et dernier, il y avait le retour de Devin Vassell. Tiens, qui fait quand même pas mal de bien en attaque parce que sans Wembanyama et sans Stephen Castle, c'est quand même assez triste en termes de création. Donc dans les coupes, dans la création offensive, c'est sympa. Par contre, défensivement, oh là là, il a réussi à faire briller Max Christie, quoi. Max Christie, il y a une situation, enfin il y a une séquence dans le troisième quart-temps où il met 10 points. Les 10 sur la tête de Devin Vassell. Alors j'adore Max Christie, je l'aimais beaucoup à Michigan State à l'époque. Mais non, Devin Vassell là, un petit peu dans le mal défensivement. Bon, après moi j'aime bien Max Christie, je crois que le premier Lakers Spurs il avait déjà fait un gros match pour le coup, mais c'était pas qu'offensif, c'était aussi défensif. Mais moi j'aime bien aussi le profil. Hein. Ah ouais, il est quand même assez cool, mais non, mais tu veux dire que t'es pas encore conquis par la défense de Vassell, surtout sur un retour de blessure, quoi, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Oui, autant offensivement tu comprends son intérêt. Autant il avait un peu de mal dans le rythme défensif. Dans un match qui allait quand même vachement vite, les Lakers qui veulent jouer assez rapidement. Les Spurs qui, mine de rien, aussi, parce que sur attaque placée, c'est quand même compliqué, donc ils veulent aussi jouer vite. Et puis voilà, après, tu vois sur ce match, sur l'attaque des Lakers, c'est beaucoup de zoom action, puis ensuite, des zoom action qui ensuite se fondent dans un spin pick and roll. Ce qui est super intéressant, c'est que t'as des situations où du coup t'as une zoom action, donc c'est Austin Reeves souvent qui va faire un main à main à LeBron James. LeBron James remonte dans l'axe panier, joue un spin pick and roll du coup avec Anthony Davis qui pose le premier écran, quelqu'un qui pose le deuxième, je sais plus qui c'était en l'occurrence, et dans le corner, dans le corner opposé, là où normalement l'aide défensive devrait venir,
t'as un exit screen qui est posé par du coup pas Dalton Knecht, mais du coup c'est souvent Rui Hachimura qui pose l'écran pour libérer Austin Reeves. Ce qui fait que d'un côté t'as le spin pick and roll et t'as en même temps une exit screen au moment, enfin à l'endroit où normalement l'aide doit venir. Donc beaucoup d'activités en attaque, difficile d'organiser les aides défensives dans ces moments-là. Et donc il marque 6 points de suite là-dessus au début du troisième quart-temps. Et avec à chaque fois Wembanyama qui est vraiment dans le dur, dans la rotation, quoi. Ça fait pour moi partie des limites dont on a parlé depuis longtemps, des limites de Wembanyama, c'est que dans la défense collective, quand il y a pas mal d'actions, quand c'est des séquences un petit peu compliquées, il a tendance à rarement être bien placé et parfois se faire un petit peu attraper dans les écrans. Je voulais aussi dire un mot des Hawks qui ont fait tomber les Cavaliers à la maison. Donc ça y est, les Cavs ont perdu une deuxième fois après Boston. Ils ont aussi perdu contre les Hawks. Tu voulais aussi nous parler un peu de ce match qui, tu me disais en antenne, était quand même pas mal du tout. Ouais, alors je vais en parler rapidement parce que je l'ai regardé ce matin en All Possession Recap. J'avais pas le temps de me le faire en entier, donc j'ai regardé un peu de manière tronquée. Mais voilà, juste en fait c'était un super match avec énormément de rythme, mine de rien des attaques quand même pas mal en forme puisque Atlanta met 130 points, Cleveland en met 115, donc ou 135 pour Atlanta, 124 pour Cleveland. Donc tu vois, c'était deux attaques super efficaces et surtout avec beaucoup de rythme, beaucoup de transition, donc beaucoup de possession. Mais on a un petit peu au début du match, c'est marrant, on a eu le paroxysme du Evan Mobley Ball. C'est la grande innovation de Kenny Atkinson, ouais, qui est de faire confiance à Evan Mobley sur la création offensive, de lui donner la balle en main, notamment sur des situations de drive, puisque en fait, du côté des Hawks, Dyson Daniels, Jalen Johnson et Zachary Rizache, c'est quand même des mecs qui sont assez longs et qui sont défensivement plutôt compétents. Ce qui s'est passé, c'est que les Hawks du coup ont mis Jalen Johnson sur Jarrett Allen et Clint Capela sur Evan Mobley. Et Clint Capela, il y a quand même un déficit de mobilité par rapport à Mobley. Et donc au premier quart-temps, sur les 3 premières minutes, c'est systématiquement Evan Mobley qui prend un rebond def, qui remonte la balle et qui joue tout de suite sur un contre 1 face à Clint Capela sans forcément qu'il y ait d'écran qui soit posé, etc. C'est donc vraiment le paroxysme du fait de donner la balle à Evan Mobley et de lui faire confiance. Sinon, côté attaque de Cleveland, défense Atlanta, au-delà de Evan Mobley, on a eu un ciblage magnifique de Trae Young de deux manières. Cibler Trae Young, c'est classique, hein, mais de deux manières. Les Hawks ont essayé de le cacher en le mettant sur Okoro. Du coup, qu'est-ce qu'on fait les Cavs, c'est qu'ils ont fait venir Okoro à la pause d'écran. Et donc on a Donovan Mitchell et Darius Garland qui tous les deux se sont régalés sur les tentatives de edge ou les tentatives de switch de Trae Young. C'était un petit peu marrant à voir. Donovan Mitchell qui fait un super match en termes d'accès au cercle, en termes de paint touches, en termes de lecture de jeu. C'est vraiment symbolique de ses progrès sur pick and roll. Et du coup, quand Isaac Okoro était pas impliqué sur le pick and roll, quand c'était de manière plus classique Mobley ou Jarrett Allen qui posaient l'écran, ce que faisaient les Cavs, c'est qu'ils mettaient systématiquement Isaac Okoro dans le corner opposé, ce qui faisait que c'était le Trae Young qui était le low man, donc le joueur qui doit aider normalement sur le rôle ou qui doit aider sur la pénétration. Et donc on a eu en première mi-temps des Cavs qui sont arrivés dans la raquette globalement un petit peu à souhait, avec le ciblage de Trae Young et puis le bon jeu de pick and roll, que ce soit de Garland ou de Mobley. Je pense que cette équipe Atlanta, je sais pas trop quoi. Enfin, je ne sais pas quoi en penser de cette équipe d'Atlanta. Ils sont capables de perdre contre des équipes nulles et de gagner contre des équipes très fortes. Je crois que c'est eux qui ont perdu 2 fois, si je dis pas de bêtises, contre les Wizards. Oui, c'est ça, ouais. Et ils ont battu les Celtics aussi. Ils ont battu Boston, donc le fameux match sans Trae Young, on en a parlé tout à l'heure, le match où Trae Young était absent. Ils ont battu les Celtics et là ils battent les Cavs. Bon, il y a aussi une partie, je pense, de shotmaking sur ce match-là où ils sont à 45% à 3 points, alors que de l'autre côté, les Cavs sont à 32% à 3 points. Donc une différence de réussite sur ce côté-là, et quand on sait à quel point il y a beaucoup de 3 points au niveau de ces deux équipes, bon ça fait aussi une différence. Mais tu vois, au final, tu me racontes tout ça, mais
j'ai l'impression que encore une fois, on a une perf des Cavs qui est offensivement et pas mal du tout, alors que le 3 points n'est pas forcément beaucoup rentré. Ouais, bah parce que ça passe surtout par l'accès au cercle en fait, en tout cas sur le début de match. C'est beaucoup d'accès au cercle. Ils sont ouais, tu vois, ils tirent 40% de leurs tirs au cercle sur le match. Donc 80e pourcentile. Ouais, et pour le coup, en plus, ils ont bien défendu le panier et tout, ce que je peux voir dans les stats, là, ce que je peux arriver à lire. Mais non, mais l'autre aspect de ce match-là, c'était aussi le festival de passing de Trae Young. C'est ce match-là où il fait quoi, 22 à 6, je 22. Crois. Et j'en ai 22. Vu pas mal. C'est dû vraiment une combinaison de lui qui est le passeur qu'on connaît très dynamique sur pick and roll, mais aussi l'activité off-ball notamment, et beaucoup de cuts et beaucoup de exit screen notamment. Donc quand il fait un pick and roll d'un côté, il y a aussi un écran dans le corner pour occuper l'attention des défenseurs, etc. Donc l'aspect un peu de en fait le triangle qu'on aime voir, c'est-à-dire lui optimisé dans une attaque de Quinn Snyder qui est bien animée en fait. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, il y a DeAndre Hunter qui met ses tirs. Même Zachary Rizaché fait 3 sur 6 à 3 points. Donc c'est clair que ça aide quand t'as ces mecs-là qui mettent dedans à 3 points. Mais oui, enfin, Trae Young dans une attaque, mine de rien quand même, où t'as du spacing, puisque Dyson Daniels, Jalen Johnson, Zachary Rizaché, bah, tous les trois, tu les mets dans des corners ou tu les mets à 45 degrés. C'est les spots dans lesquels ils préfèrent être, en fait. Même avec Dyson Daniels qui a son progrès au tir. Donc ouais, là, on a pour moi, selon moi, une attaque vraiment optimisée pour Trae Young, et dans laquelle il s'est régalé, notamment sur transition. D'autres choses à dire sur ce match ou pas? Sinon, je peux. Non, allons-y. Non, moi je voulais dire 2 mots. On a déjà fait très long sur les matchs de la semaine, mais dire 2 mots du Denver contre Knicks, que je crois que tu n'as pas vu en plus, toi, le fan des Knicks. Ou alors tu l'as vu en partie, non? C'est ça? Je l'ai vu en partie, ouais. Bon, alors, déjà. Premièrement, je pense qu'une des raisons de la victoire des Knicks assez énorme, c'est, là encore, c'est décevant, mais à chaque fois c'est un peu pareil, mais c'est le 3 points. Et le fait qu'ils ont très très bien shooté sur ce match-là à 3 points, donc il y a un aspect de shot-making. C'est pas que dans le jeu, arriver à créer des bons tirs, il y a aussi un aspect de balle. On a mis beaucoup de tirs à 3 points, donc ça aide aussi. Mais non, mais au-delà de ça, l'aspect hyper intéressant sur ce match-là, c'est le jeu des match-up, en fait, qui était entre les deux pivots qui finalement ne voulaient pas trop se défendre pour le coup, parce qu'on a plutôt affaire à 2 pivots offensifs. Alors oui, parenthèse, j'ai retrouvé 54% à 3 points pour les Knicks sur ce match-là. Voilà, c'est pas mal du tout. Mais on a affaire à 2 pivots offensifs qui sont pas forcément très bons en défense. Peut-être on peut le formuler comme ça. C'est peut-être l'euphémisme de l'année. Quoique j'exagère un peu, mais il y a un peu cette idée que le match-up direct n'est pas forcément idéal. Et au début, ça commence comme ça. Ça commence avec alors peut-être parce que c'est la saison régulière et qu'on s'inquiète moins quand qu'on le fera en play-off, etc. Mais au début, on a une première mi-temps où on a Jokic qui défend sur Towns et puis Towns qui défend sur Jokic. Et le problème, c'est que ça comme prévu, ça pose un peu problème des deux côtés du terrain. Avec côté Knicks, on va avoir le pick and roll Bronson qui va venir chercher Jokic et le mettre à mal. De l'autre côté aussi, le pick and pop de Towns, ça fait du mal à la défense de Denver et la défense de Jokic. Donc voilà, toute une première mi-temps où on a un peu ce côté match-up très simple, match-up basique qui est respecté. On essaie de se tenir à ça. Et finalement, ça marche pas trop. Et puis donc deuxième mi-temps, on a essayé un peu de faire des ajustements des deux côtés, mais c'était surtout côté Denver. Et je voulais en parler parce qu'on a déjà un peu parlé cette saison. Je crois que c'était contre OKC, c'est contre OKC une deuxième fois aussi qu'on l'avait évoqué. Mais bref, je trouve que cette saison, on voit de plus en plus une équipe de Denver qui joue un peu avec les match-ups et qui en fait essaie de développer des schémas assez dynamiques et assez fluides défensivement, où on va tenter à chaque fois d'éloigner Jokic du match-up et du ballon en fait. C'est un peu l'idée. Et donc il y a toujours tout un jeu alors soit sur des pick and roll à 3, au début il est sur le ballon, mais ensuite on va faire des scram switch, c'est-à-dire qu'il y a un troisième homme qui va venir faire la rotation sur le pick and pop, et puis Jokic va s'en aller pour défendre le mec abandonné dans le corner, donc une espèce de rotation à 3 comme ça. Soit sinon on essaie de jouer, de le mettre sur un non-shooter de base. Là, par exemple, c'était Josh Hart. Voilà, je trouve qu'on essaie pas mal de choses côté Denver défensivement. On avait déjà connu l'année où ils vont au titre. On a vu qu'on a testé pas mal de variétés de couvertures de pick and roll différentes avec Jokic. C'est-à-dire que d'habitude, on faisait que du edge. On a testé de faire du edge, on a testé de faire plein de trucs. Ok. Là, je trouve qu'on fait des tests, mais pour le garder off-ball, en fait. Et c'est assez intéressant. Et bon, ça marche pas. Ça dépend un peu des fois, parce que tu vois, sur ce match-là, t'as des fois où clairement, c'est un peu littéralement la chasse au mismatch, où son attaquant veut aller poser l'écran. Lui, il dit non, moi je reste en bas. Tiens, toi, Peyton Watson, prends le gros qui monte. Du coup,
Voilà, exactement. Du coup, c'est l'autre, c'est le deuxième attaquant qui est le deuxième attaquant qui se dit ah non, c'est moi qui venir poser l'écran, pardon, plutôt. Et sauf que Jokic redit une nouvelle fois non, c'est pas moi, attends, on rechange. Enfin bref, c'est interminable et ça se finit sur un mauvais tir. Et après, il y a des fois où oui, du coup, les Knicks arrivent quand même à le cibler. Donc il y a du bon et du moins bon. Mais je pense que ça a surveillé parce que c'est un thème qu'on va continuer à voir, je pense, toute la saison. Ce côté, à quel point est-ce qu'on peut arriver à enlever du match-up et du ballon, en fait, Jokic, pour l'empêcher de défendre le pick and roll, quoi. Ouais, totalement, même si, tu vois, le match dont on avait parlé ensemble contre OKC, le deuxième, je crois. On a vu un super Jokic sur le ballon. Maintenant, voilà, ça dépend toujours des match-up, ça dépend toujours de la pose d'écran aussi, quoi. Donc, mais oui, tu parlais des Knicks et des attaques interminables. On est cette année dans des niveaux encore records de longueur d'attaque, quoi. Ils sont derniers en NBA en termes de possession jouée par match. Ouais. Et je pense pas que ça va pas aller en s'arrangeant, notamment parce qu'il y a tout cet aspect avec Karl Anthony Towns où de temps en temps on essaie quand même de lui donner la balle poste bas sur des mismatchs, donc contre des équipes qui switch, ça a souvent tendance à devenir très stagnant comme attaque, où on va faire un premier écran, ça va switcher, soit c'est Jalen Brunson qui attaque le switch, soit du coup on essaie de chercher Karl Anthony Towns. Voilà, parfois ça fait un peu des attaques assez longues, quoi. Ouais, effectivement. Bon, après, le match était aussi intéressant pour d'autres aspects, mais c'est. Bon, moi, quand je vois DeAndre Jordan sur le terrain, je me dis, il y a peut-être un problème, il faudrait peut-être faire un truc un jour. Mais non, voilà, excellent match aussi de Brunson, mais comme on peut s'y attendre, hein, c'est-à-dire que Brunson, dès qu'on a un pick and roll un peu friable, il va réussir à s'amuser. Et non, l'autre action marquante de ce match pour moi, c'est que j'ai vu un contre de Jericho Sims. C'est-à-dire que j'ai vu une action où il a sauté pour quelque chose. Mais ça n'a pas fait faute. Voilà, ouais, il a sauté pour de vrai, pour quelque chose. C'est beau. Et ça a fait un compte. Je me suis dit, mais combien de fois est-ce que j'ai vu ça dans ma vie ? Pas beaucoup, parce que Jericho Sims, d'habitude, il saute toujours sur les feintes, mais jamais sur les vrais tirs. Jamais sur les vrais tirs, il n'y a jamais de compte. Ouais. Il y a quand même le match de OG Anunoby, quand même, qui met 40 points. Alors, typiquement, c'est 40 points, mais sur du shot-making pur, quoi. C'est du 40 points à la OG Anunoby, donc... il marque beaucoup sur transition, notamment quand il fait des interceptions ou quand Josh Hart crée un peu du chaos dans l'attaque. Donc bon, c'est des lay-ups en transition, ça n'a pas forcément de valeur. Et puis après, c'est du pull-up à mi-distance ou même de la réussite à 3 points. Alors oui, on peut s'en réjouir, on a le droit. Sauf que en fait, contre les Mavs, on a le même exemple. Donc match qui est perdu par les Knicks contre les Mavs. Il prend exactement les mêmes tirs. Sauf qu'il rentre plus et du coup il finit à 0 ou à 2 sur 11, quoi. Donc c'était pas un match. Pour moi, ce match, c'est pas une preuve que OG Anunoby a progressé. C'est juste, voilà, parfois il peut être super efficace. Tout comme parfois, voilà, contre les Mavs, il fait 3 sur 15, quoi. Ouais. Sur les mêmes tirs, sur le même régime de tir. Et je pense que ce qui est aussi assez intéressant, je trouve, c'est que finalement, on n'a jamais connu totalement, en tout cas pas récemment, mais une équipe où il y avait à ce point du spacing et on peut utiliser Towns en roll et pas que pick and pop, tu vois, parce qu'on a beaucoup vu en pick and pop parce que c'est sa force évidemment, mais j'ai beaucoup aimé là, notamment alors sur ce match là, mais parce qu'il y avait Jokic à attaquer, mais c'est un peu le cas depuis le début de saison. J'ai l'impression de voir plus de roll au panier, pas que les rolls, je pose l'écran et puis je m'écarte en pick and pop, vraiment le pick and roll jusqu'au panier, et ça je me faisais la réflexion parce qu'en fait tu regardes le terrain. En fait, il peut rouler. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a personne sous le panier. Il n'y a pas un Jared Vanderbilt comme il y a 2-3 ans au Wolves. Il n'y a pas un Rudy Gobert ou ce genre de choses, quoi. Donc, c'est aussi un aspect intéressant parce que, bon, c'est pas une masse verticale incroyable, mais c'est quand même un mec qui peut aller au panier, quoi. Pas sur des alley-oops, mais tu vois, le petit dribble de Brunson qui fait un dribble et qui fait une pocket pass et puis qui donne la balle à Towns. Towns, il est largement agile et rapide pour, depuis la mi-distance, en 2 pas aller au panier. Donc, voilà, l'aspect de roll qui est débloqué et qui fait du bien aussi, je trouve, dans cette attaque. Grosse perf offensive finalement de la part des Knicks, même si le Denver n'était pas non plus totalement à la ramasse, hein, c'est juste que le shot making était là côté Knicks. Donc, cette semaine, d'habitude, notre troisième rubrique, c'est la partie focus, mais on n'a rien cette semaine, et c'est pas très grave, vu qu'on a déjà fait très long sur les matchs. Donc, pas de scouting de la semaine cette semaine, pas de stats de la semaine, pas de thème libre. On passe directement aux questions auditeurs, il y en a pas mal. Donc, si tu veux bien, et on commence directement avec des questions qu'on n'avait pas pu traiter la semaine dernière, notamment question de Mano qui nous dit: pensez-vous que la NBA va encore avoir un changement majeur en termes de style de jeu ? Exemple avec l'importance qui ne fait que grandir pour les 3 points.
Bah, je pense que, le rythme, genre la transition, je pense qu'on le voit un petit peu en ce début de saison. Et puis là, bah, j'ai l'impression qu'on répète ça depuis 2 ans, mais je pense que la révolution du mouvement, notamment ce que font les Lakers, pas que JJ Redick soit le coach révolutionnaire par excellence, mais introduire du mouvement avant tes actions offensives, des zoom action, le fait d'avoir ton pick and roll, mais pas initié en première, pas que ce soit la première chose de ton attaque, que ton pick and roll il arrive en deuxième, donc que t'aies déjà mis un petit peu de décalage dans la défense. Je pense que voilà, un petit peu l'attaque à la Will Hardy, ou ce que fait un peu Quinn Snyder, ou bien ce qui se passe du côté du côté des Lakers là, dans ce début de saison. Je pense que c'est plutôt vers ça qu'on tend en termes d'attaque. Ouais, je pense que offensivement, le mouvement, et notamment, alors quand on dit mouvement, ça veut rien dire tout et rien dire, mais notamment au niveau des stars. Tu vois, je pense que c'est peut-être la prochaine révolution, c'est qu'on ait des stars qui acceptent de plus faire entre guillemets comme avant, c'est-à-dire avoir toujours la balle entre les mains, avoir ses tickets shoot sur pick and roll, ses isolations, etc. C'est notamment pour ça que j'aime beaucoup l'attaque des Pacers, c'est que en fait, bon, c'est aussi rendu possible parce que t'as pas des mecs avec des gros statuts, mais t'as un aspect aussi qui est en fait beaucoup de mouvements, des mecs qui touchent la balle et qui la rendent directement. Et je pense que là, le jour où ça atteindra la strat, non pas des role-players ou des bons joueurs, mais des stars, sera peut-être une révolution, un système qui arrive, et bah tu vois, le système Pacers, mais avec des stars dedans. Si t'arrives à faire ça peut être une belle révolution. Et défensivement, je pense que on a connu l'explosion offensive. À mon avis, à un moment donné, on va arrêter de défendre le 3 points. Je pense que c'est déjà un peu le cas en NBA. Je serais curieux de voir les chiffres d'offensive rating à la fin d'année, mais j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. On a eu pendant un temps un peu une surréaction aux 3 points, c'est-à-dire qu'on a défendu le 3 points un peu à outrance, et je pense que de plus en plus, et ça se démocratise de plus en plus, des schémas qui disent bah non, en fait la priorité c'est la défense. Donc je pense que c'est un peu ça. Donc je sais pas comment ça peut se traduire, mais le côté, bah ouais, on laisse des 3 points ouverts, c'est pas grave, mais de toute façon, il faut protéger la raquette, ça, et puis l'aspect aussi qui va se démocratiser, et c'est déjà un peu le cas, mais ça évolue à une vitesse étonnante depuis 3-4 ans. L'évolution en termes de les défenses hybrides, hommes et zone, en fait, hein. C'est clairement le futur. D'ailleurs, on en a parlé dans les matchs de la semaine, là, mais quand je parle de Jokic, qu'on essaie d'enlever du match-up via tel ou tel moyen, c'est un peu ça. C'est de l'hybride homme, défense d'homme et défense de zone. Je pense qu'on n'aura jamais la zone de Syracuse, voilà, la zone 2-3 de Syracuse. Fais-moi plaisir, parle-moi de Jim Boeheim, mais oui. Non, mais voilà, je pense que c'est un peu ça le futur des défenses NBA, et je pense qu'on est déjà là-dedans. Mais voilà, je dirais ça, le mouvement en attaque, et finalement le fait de délaisser le 3 points en défense, à mon avis, ça peut être les prochaines révolutions. Bah tiens, attends, juste parce que tu parles de zone 2-3 à la Syracuse, regardez à la fin du début du 4e quart-temps, les Cavs font genre une possession en zone. Et mais vraiment, quand tu dis zone 2-3 à la Jim Boeheim, c'est la zone 2-3 les deux lignes, quoi. Très très classique, quoi. Très classique. Ils ont fait ça une possession, les Hawks ils l'ont vu. En plus Quinn Snyder c'est facile parce qu'il a un peu d'expérience, il a coaché il est australien déjà, Quinn Snyder, si je dis pas de bêtises, non je ne sais pas. Peut-être que je dis une connerie. Mais en tout cas, voilà, il a de l'expérience internationale, donc des zones, il en a vu des milliards et des milliards. Et donc en 2 passes, il y a un lay-up pour je ne sais plus qui, mais voilà, la petite tentative de zone un petit peu classique et non hybride, justement, qui a eu un petit peu de mal à fonctionner du côté des Cavs. Non, il est américain. L'américain Quinn Snyder. Mais alors, excellente transition. Question pour l'hebdo de Abracadabra, qui nous dit un trio Hawkins, Murphy, Anthony Reeves pour assurer l'intérim en attaque chez les Pels en attendant le retour des stars. Est-ce que ça peut marcher, FD? Ou est-ce que les Pels, là, on s'inquiète? C'est quoi le package? Jordan Hawkins, Trey Murphy et Anthony Reeves. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien pour être une mauvaise attaque, quoi. Enfin, non, à mon avis, c'est un petit peu... C'est un peu short, hein. Limite. Ouais, alors, Dejounte Murray est revenu. Zion, c'est toujours un peu l'interrogation. On en avait parlé déjà au niveau blessures, etc. C'est l'hécatombe, hein, côté Pelicans. D'ailleurs, ils sont à 4 victoires et 15 défaites. C'est inquiétant, et en même temps, est-ce qu'on est étonné qu'ils perdent des matchs alors que, comme dit, il y a une semaine, ils ont fait un match avec que des mecs genre Trey Jamison, Brandon Boston Jr., Yves Missy, et que des no-name, quoi. Ou des Javonte Green, voilà, quoi. On n'a pas parlé d'Elfrid Payton. Elfrid Payton qui est revenu, effectivement, qui a fait 21 assists. 21 passes décisives, incroyable. Ouais. En plus, j'en ai fait un thread sur Twitter, il y en a qui sont... Bon,
du Elfrid Payton classique, mais on avait un peu oublié à quoi ça ressemblait Elfrid Payton, quoi. Enfin, c'est des trucs magnifiques. Beaucoup aimé. Y a-t-il des points tactiques qui vous étonnent chez les Rockets et qui peuvent expliquer les bons résultats? Question de Sixela. On en a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui t'étonnent chez les Rockets? L'utilisation de Sengun en blitz, c'est un peu étonnant parce qu'on a un peu cette image de Sengun un peu lent sur ses appuis, mais en fait oui, lui est lent, mais comme derrière t'as une combinaison de Tari Eason, Jabari Smith, Amen Thompson à tout moment, ou même Dylan Brooks, t'as tout le temps 2 des 4 qui sont sur le terrain à peu près. Tu peux être super agressif avec Sengun et lui donner le temps de revenir. Donc ça, c'est entre guillemets. Et encore lent, c'est pas non plus Roy Hibbert, quoi. Non. Je trouve qu'il est quand même assez mobile, hein, pour le coup, Sengun, mais je pense que effectivement c'est ça qui doit surprendre pas mal de gens, c'est cet aspect défensif où ça hésite pas à concéder le switch, mais parce qu'en fait c'est pas un switch. On switch, mais c'est pas un vrai 1 contre 1. C'est un switch qu'on va venir protéger derrière. Donc en fait c'est 1 contre 2, 1 contre 3 ou alors 1 contre 1, mais avec 2 mecs qui vont boucher l'espace sur l'aile et puis dans le corner. Bref, donc il y a cet aspect-là. Je pense que c'est peut-être ça qui étonne, qui va étonner le plus de monde, à mon avis. C'est à quel point est-ce que les défenses vont être agressives, comme tu dis, avec Sengun. Mais ouais, en effet. Et puis offensivement, je suis pas étonné. Je serais étonné si Jalen Green finit l'année là. Pour le coup, je pense qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Alors non pas que le joueur est nul, mais j'ai l'impression que le joueur progresse moins que le projet n'avance. Et surtout, en fait, si tu dois les changer, c'est peut-être maintenant, non? C'est pas. Enfin, si tu tardes trop, ça peut être problématique. Bah, j'ai du mal à lire sa valeur haussier. Est-ce que les Bulls peuvent le prendre et tu récupères Lavine? Je sais pas comment faire fonctionner ça en termes de contrat. Alors attends, parce qu'en termes de contrat, il est encore dans sa 4e année, donc il est en contrat rookie. Ouais. Ça pourrait marcher, mais il y a un truc qu'on appelle le poison pill. C'est-à-dire que chez les Rockets, il y aurait que 12 millions qui partiraient. Par contre, chez les Bulls, il y a 33 millions qui arrivent. Voilà, comme il a signé une prolongation qui va entrer en compte l'été prochain, ouais, donc non, finalement, ce serait peut-être étonnant de le voir échanger, mais en tout cas compliqué, pas plus qu'étonnant, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage pour le coup entre tout ça, mais on verra bien. Il a fait un grand match, hein, je crois, cette semaine en plus, donc c'est un peu les montagnes russes. Bref, question de Perry Coloso que j'avais attendu parce qu'Azan ne pouvait pas y répondre, je l'ai attendu, je te l'ai gardé pour toi. Duel de hipster, Jeremiah Robinson Earl ou Jared Butler? Waouh, ah oui, effectivement. Jared Butler, il joue à Baylor, non? J'ai oublié le Jared Butler post. Enfin, j'ai oublié le Jared Butler NBA, quoi. Il est à Washington actuellement. Je peux quand même prendre Robinson Earl, je pense. Ouais, bah tu sais quoi? Ouais, donc oui, l'ancien de Baylor, ça j'avais raison là-dessus. Avec Azad, ce matin, on parlait d'Alexandre Sarr et de Bilal Coulibaly, et je lui ai dit c'est quand même dommage que, enfin, moi je les ai pas vus du tout de l'année parce que je regarde pas les Wizards, donc je vais pas pouvoir répondre là-dessus. Mais Jared Butler à Baylor, j'aimais beaucoup. Question de Jedi et Padawan qui nous dit que vaut réellement cette équipe des Hawks capable de battre les Celtics et les Cavs pour ensuite perdre 2 fois contre les Wizards? Bah tu vois, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il lui faudrait et que lui faudrait-elle pour devenir plus constante cette équipe? Bah, un pivot, ce serait bien. Ouais. Mais qui? Non. Parce qu'à part ça, pas Valanciunas. Non, laissez Valanciunas aller aux Lakers. Non, qui oppose de pivot? Jakob Poeltl, je pense, peut être disponible, mais ça va être assez cher. Ça va être cher. Jakob Poeltl, il est à 20 millions l'année, je crois, pour encore quelques années. Et puis, je suis pas sûr que ça colle. Enfin, ça peut être intéressant, mais. Non, toi, tu vois un trade du pivot, c'est un peu pour toi, c'est la position qui peut débloquer les trucs, quoi. Bah après, en soi, si t'as envie de gagner maintenant, peut-être que faire jouer Zachary Rizaché, qui a des niveaux d'inefficacité historiques, c'est peut-être pas le bon projet. Maintenant, je pense qu'à long terme, c'est quand même plus intéressant. Et puis en plus, défensivement, c'est quand même sympa. Oh, quand même, t'exagères. Il est à 86 de throw shooting plus, donc moins 14%. Non, historique, c'est Killian Hayes. Historique, c'est les moins 20% de Killian Hayes. Oui, pardon. Rizaché, il est à peine à moins 14%, ça va. Oui, historique, c'est peut-être un peu fort, mais à des grands niveaux d'inefficacité quand même. Non, alors pour le coup, je suis pas inquiet du tout parce que c'est un shooter et qui est pour l'instant à 26% à 3 points, parce que enfin, ça veut rien dire, il est pas à 26%, enfin je veux dire l'échantillon ridicule. Mais non, franchement, ça m'inquiète pas plus que ça, moi, pour le coup, cette efficacité. Selon le retour de Mitchell Robinson, est-ce que si tu swaps Clint Capella et Mitchell Robinson, on va dire en forme, est-ce que selon toi c'est quelque chose qui peut te faire passer un cap? Toi, je sais que t'es pas le plus grand fan, je sais bien, mais... De Mitchell Robinson?
Ouais. Je sais pas. J'arrive pas trop à répondre à la question, mais je pense que l'irrégularité est peut-être due aussi aux absences, non que Trae Young a peut-être pas fait tous les matchs, quoi que si, il en a fait quand même pas mal. Mais non, mais Bogdanovic aussi vient à peine de revenir, là. Je crois, il y a depuis quelques temps à peine. DeAndre Hunter a pas non plus joué beaucoup. Peut-être c'est aussi une question de profondeur d'effectif, hein, peut-être. Je sais pas trop. Mais tu vois, pour l'instant, t'as eu une majorité de matchs qui a été joué par David Roddy et Keaton Wallace. Bon, tu remplaces ça par Bogdanovic et DeAndre Hunter, peut-être sera un peu mieux, quoi, pour la suite, je pense. Nouvelle question, est-ce que celle-là on l'a déjà faite pardon. Question de Dismaël qui nous dit même s'il est trop tôt pour les prendre vraiment au sérieux, les statistiques défensives de l'impact de Sengun apparaissent en nette augmentation sur ce début de saison. Le voyez-vous vraiment faire des choses mieux ou différentes de l'an dernier ou ces stats reflètent-elles juste une défense collective qui est montée d'un cran? Moi je pense qu'on a déjà un peu répondu, non? Ou tu veux ajouter un truc? Juste toujours penser quand on pense en on-off, toujours penser au backup. Et cette année, Jock Landale. Voilà. Ça y participe aussi. Oui, et puis en fait, ne prenez pas les on-off tout court, comme ça on fera pas d'erreur. Mais... aussi. Non, mais en plus, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, finalement, avec un Sengun, la réussite va pas dépendre de lui, quoi, au final, parce que c'est, enfin, un defensive rating de l'équipe avec Gobert, bon, c'est un peu lui qui va dicter le truc. Avec des gens que tu essaies un peu de cacher, entre guillemets, bah finalement, le defensive rating où tu es on-off ou qu'importe, la stat collective, elle va aussi dépendre de comment est-ce que tu arrives à cacher, donc qui va être autour. Donc finalement, s'il y a des bons scores aussi pour Sengun, par exemple, bah c'est aussi parce qu'à côté, tu as du Tari Eason, tu as du Amen Thompson, tu as Dylan Brooks, etc., qui sont là pour, quand il y a un décalage, qui est venir le compenser, quand il y a un contrat, venir le protéger, etc. Donc ça en dit plus, je trouve, sur Houston globalement que sur seulement Sengun, à mon avis. Mais après, moi, j'ai toujours un peu défendu aussi son côté défensif et mobilité. Donc voilà, mais voilà, attention à pas non plus trop surinterpréter ou à comment interpréter les chiffres, en tout cas. Six est là aussi, une nouvelle question qui nous dit, le niveau défensif de LeBron est-il préoccupant? Je crois que t'as déjà un peu répondu pour l'attaque, mais pour la défense, alors? Préoccupant ça dépend quelle attente on en avait, mais je pense que ça n'a jamais été un grand défenseur de saison régulière. Sur l'homme, il y a des limites. Par contre, collectivement, hier encore, le match contre les Spurs, il va contrer. Enfin, D'Angelo Russell se fait totalement prendre en backdoor par. Il me semble que c'était Devin Vassell, et LeBron le voit quand même de super loin, il arrive à faire un chase down block. Enfin, il y a toujours ces instincts qui sont là. Maintenant, comme athlétiquement, on a une régression. Oui, c'est moins bien. Et puis sur l'homme, faut pas trop en demander, je pense, mais collectivement, ça reste quand même un défenseur positif. Ouais, je sais pas si je dirais positif. En tout cas, pour l'instant, c'est irrégulier. Il peut faire des actions, mais il les fait plus autant qu'avant. Question de Ben qui nous dit comment expliquez-vous le début de saison plus qu'au moyen de DiVincenzo? Ça on en a déjà parlé du coup. Donc l'autre question de Ben qui nous dit les premières rumeurs de trade commencent à apparaître. Le nom de Patrick Williams, ça vient de sortir. À prendre avec des pincettes comme toujours évidemment. Mais comment on en parle très peu malgré son haut choix. J'arrive pas à lire. Haut choix de draft. Qu'est-ce que vous pensez du joueur, Patrick Williams? Voilà, on en parle très peu alors que choix très haut. Qu'est-ce que tu penses du joueur? Pas grand-chose. Un peu déçu, je pense, parce que il y a quand même ce profil d'ailier long qui peut se créer son tir, qui défensivement doit avoir les outils. Maintenant, avant de faire des grandes conclusions sur Patrick Williams, je me dirais quand même, on l'a vu que dans un seul contexte. Il est arrivé tôt en NBA, tu vois, il a que 23 ans, il vient à peine d'avoir 23 ans, donc il est encore jeune. J'ai envie de le voir dans un autre contexte pour vraiment le jauger, quoi. Ouais, je pense que ça peut être un joueur qui pour l'instant à court moyen terme peut être utile dans une équipe qui est déjà compétitive en fait, pour le coup. Pour apporter un peu le côté défense. Et l'autre côté, bon, je vais pas refaire, on a déjà parlé en longueur cet été, si ça vous intéresse d'aller chercher dans le flux extrait des podcasts ou autre, ce qu'on a fait sur lui. Mais en fait, le truc, c'est que autant en défense, ça peut être pas mal, hein, ailier costaud, long, etc. En attaque, par contre, c'est un mec qui a un jeu qui correspond pas à son physique en un sens, où on s'imagine le gros athlète, driver, agressif et tout, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, quoi. C'est pas du tout un driver, il n'y a pas de dribble, il n'y a pas d'agressivité au panier, il n'y a pas de faute. Et en fait c'est juste même au contraire, c'est pas du tout un mec qui est brut, mais c'est un shooter en fait, qui a plutôt un bon toucher de balle, et qui a en fait un jeu plus en finesse qu'en force, donc c'est un peu l'inverse de son profil physico-athlétique. Donc voilà, c'est vrai que
moi, je pense que pour l'instant, à court terme, ce serait plutôt ça. L'idée, ce serait de l'avoir en tant que joueur de rotation d'une équipe compétitive où il peut apporter en fait du 3&D, quoi, pour le coup. Mais après, tu me diras, 3&D à 18 millions l'année, ça fait cher, quoi. Il vient à peine de signer son contrat. 18 millions l'année sur encore 5 ans, alors 4,5 parce qu'il y a une player option, ça fait cher pour ça. Mais je pense que le salaire est élevé parce qu'on s'attend peut-être à une explosion, mais pour l'instant, l'explosion en créateur est pas trop là. Mais voilà. Autre question de Sixela qui nous dit chez quel contender souhaiteriez-vous voir Corey Kispert de Washington, le shooter en sortie d'écran de Washington? Bah, au Cavs, ça me paraît genre facile, mais il y a déjà assez de mecs dans ce profil-là. Orlando, peut-être non? Un peu de shoot, ça ferait du bien. Orlando, ce serait bien, ouais. Mais après, du coup, Orlando, comme ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de shooter dans ce profil-là, j'ai peur qu'ils le mettent dans un corner et qu'ils disent bon, écoute, sois là sur les kick-out, quoi. Là où j'aimerais bien au Cavs, c'est que du coup, il serait utilisé un peu en mouvement. Lakers, pareil, tu vois, ils ont déjà le matériel. Ce qu'il faut, ouais. Voilà. Pacers, ça peut être pas mal pour remplacer Buddy Hield, tu vois. Ouais, pour remplacer un peu Mathurin ou Shepard qui ont un peu des profils similaires de créateurs balle en main pas super efficaces. Donc ouais, au Pacers, ce serait bien, effectivement. Buddy Hield qui était parti l'an passé, mais qui, voilà, un shooter en sortie d'écran qui est bon à 3 points, ça peut servir. Question de Shane Titienne qui nous dit le grand public juge souvent une draft par rapport à ses plus forts joueurs, mais vous préférez une classe de draft avec 3-4 Hall of Famer et le reste qui ne fait pas carrière, ou alors aucun Hall of Famer, mais énormément de joueurs. On va dire plus de 20 qui font 10 ans de carrière NBA. Qu'est-ce que tu préfères? Toujours la question habituelle. 20 qui font 10 ans de carrière, c'est beaucoup par classe de draft. Faudrait regarder combien il y en a. Ça te paraît pas beaucoup, 20 par classe de draft? Enfin, 20 qui font 10 ans? Ça peut arriver, mais une carrière NBA, c'est pas forcément All-Star, quoi, pour le coup. Faudrait regarder dans les dernières drafts. Combien il y en a où t'as 20 mecs qui font 10 ans? À la draft 2011, il y en a 20 qui font 10 ans. Okay. Tu vois. Je continue, mais... Non, mais je sais pas. Après, c'est vrai que la question de la qualité de draft, il n'y a pas de bonne réponse, en fait, je trouve. C'est que souvent, on dit une draft, elle est forte ou pas forte parce que selon le talent en haut. Mais après, tu as aussi des drafts où tu n'as pas forcément un go-to-guy, mais une profondeur assez dingue dans la draft, quoi. Ça, je sais pas trop. Je pense que la réponse facile, en tout cas, le grand public va toujours préférer une draft. En tout cas, il y aura 3-4 Hall of Famer, à mon avis. Ouais. Mais bon, après, réponse bateau aussi, mais les toutes meilleures, elles ont les deux, quoi. Tu vois, tu prends la draft 2009, par exemple, pour éviter de citer les classiques, mais tu prends la draft 2009, qui est, à mon avis, une des 3-4 meilleures de l'histoire. T'as du talent tout en haut, t'as des Hall of Famer avec James Harden, Stephen Curry, des mecs comme ça, et t'as une profondeur qui est assez dingue. Hein. La draft 2009, c'est la draft avec tous les meneurs, tu sais, Jrue Holiday, les Ty Lawson, les Jeff Teague, non, pas Johnny Flynn, Ricky Rubio, les Blake Griffin. Il était là, Johnny Flynn. Oui, effectivement. Demar DeRozan aussi, enfin bref. Les meilleures raisons, les deux. Question de Tyler qui nous dit, question inspirée par ce que vous avez dit des Nets dans l'épisode de cette semaine, si vous devez envoyer leurs joueurs intéressants dans des contenders, vous tradez quel joueur dans quelle équipe? Donc par exemple Cam Johnson, si je te dis Cam Johnson, où est-ce qu'on l'envoie, Cam Johnson? Est-ce qu'on le renverrait pas aux Suns? En vrai, c'est la réponse facile, hein, mais... ouais, mais il n'y a pas l'argent, t'es gentil. Ah oui, non, gentil, mais attends. Non, moi, Cam Johnson à Milwaukee à la place de Pat Connaughton, tu vois, un truc comme ça. Oui, ok. Je dirais pas non. Ou même Orlando, hein. Même Orlando, ça peut être pas mal. Est-ce que c'est un contender ou pas d'ailleurs? Orlando. Est-ce qu'on est hors de la zone? Je ne sais pas. Non, Cam Johnson aussi à Memphis. Un peu de shoot à Memphis, ça me déplairait pas, moi, ça me ferait du bien. Dennis Schroeder, où est-ce que tu l'envoies, Dennis Schroeder, ton joueur préféré? Champion du monde. Quelle équipe a besoin de création un peu dans le vide? Un contender un peu dans le vide. Azad va me détester, mais Boston. Boston, je suis pas sûr qu'il y ait besoin, non? Je pense pas. Ils adorent Pritchard. Ils aiment beaucoup Pritchard, ils aiment beaucoup Pritchard. Il y a Tatum, il y a Brown, il y a Jrue Holiday, il y a Derrick White en porteur de balle déjà, ça fait beaucoup. Après, en disant contender, on limite un peu le... Ouais. J'allais dire Miami, quoi. Mais c'est pas un contender, peut-être. C'est pas un contender en novembre, par contre, en avril. En vrai de vrai, est-ce qu'un Dennis Schroeder aux Lakers, ça serait pas bien?
Après, c'est pas un contender non plus, mais... J'y ai pensé aussi, mais là, avec D'Lo, Russell, qu'on a mis sur le banc, un peu en leader de la second unit, ouais. Bah, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas le même profil, justement, tu vois, c'est que c'est un profil de slasher avec Schroeder que n'est pas D'Lo, quoi. Pour le coup, ça peut être pas mal en termes de dynamisme. Non, sinon aux Clippers, Schroeder aux Clippers à la place en meneur backup, oui, ça, en relais de James Harden, tu vois. Ouais, c'est très bien. Plutôt que Kevin Porter Jr., qui est pas mal, mais qui est pas non plus la folie, quoi. J'allais dire à Denver, mais Denver, ils ont déjà Westbrook, donc ils vont pas s'en séparer. Non, j'essaie de voir. Clippers, j'aime bien. Clippers, c'est pas mal, Clippers. Qui c'est qu'il y a d'autres qui nous pose la question aussi? Finney Smith. Finney Smith, c'est facile, c'est le 3&D qui va partout, en fait, clairement. Milwaukee, on a dit tout à l'heure Milwaukee, la rumeur Milwaukee. Les Warriors, ça pourrait être pas mal aussi, un petit 3&D assez costaud. En fait, ce qui est bien avec son profil, c'est un peu comme Jack Crowder, moi je trouve, c'est que c'est un mec qui a un poste 3, mais qui peut un peu glisser poste 4 small ball, et tu perds pas tant que ça en termes de puissance, de rebond. D'ailleurs, c'est un excellent team rebondeur, donc il y a une flexibilité de line-up qui est assez intéressante, quoi. Après, il peut revenir à Dallas, ça serait pas mal. Notre ami Finney Smith. Question de Cut Killer qui nous dit si les Clippers continuent sur leur lancée, est-ce que Kawhi va être éjecté dans un trade avant la trade deadline, voire lors de la prochaine draft? C'est pas toi qui as fait un tweet là-dessus, ou si jamais quand Kawhi revient et qu'il perd 2-3 matchs, on va dire c'était mieux sans lui? Il a cassé l'alchimie du groupe, c'est sûr, ça va arriver. Qui est-ce qui avait eu un peu cette image de casser l'alchimie du groupe? Bon, Carmelo Anthony, quand il arrive au Knicks, il y a un peu cette image-là. Non, c'était la fameuse Ewing Theory, en fait, mais bon, qui est un truc réel, mais pas pour les raisons auxquelles on pense, en fait. Mais bon, bref, c'est pas on développera pas aujourd'hui. Non, est-ce que tu penses qu'il peut se faire échanger? Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, si ça fonctionne pas mal, bah ouais. Autant je pensais que s'il y avait une catastrophe, il se ferait échanger. Mais vu qu'il n'y a pas du tout une catastrophe, on attend son retour et on le fait jouer, quoi. Bah ouais, et je pense que, tu vois, l'équipe en l'état, elle peut faire un premier tour sympa. Si Kawhi revient, un petit concours de circonstances, le bon match-up au premier tour, tu peux même passer le premier tour, je pense. Ah, ça y est, t'es de retour dans le bandwagon des Clippers, c'est reparti. Non, moi j'ai quitté le bandwagon candidat au titre, ça j'y suis plus du tout. Mais par contre, sur l'aspect Kawhi revient, enfin, après dans quel état il revient, etc., mais je commence un peu à être désespéré de la santé de Kawhi, pour le coup, tu vois. Ouais, je comprends. Mais non, je pense pas qu'il se fera échanger cette saison. Peut-être à la draft, on verra. Surtout que la situation de James Harden n'est pas claire, il peut être free agent l'été prochain, pour le coup. Donc on verra si le projet explose, mais pas cette année, je pense pas. Et puis question de Polski qui nous dit: en tant que GM du Thunder, seriez-vous prêt à lâcher Chet ou Jalen Williams pour récupérer Giannis? Bah oui. Oui, aucun. Alors c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Ouais. Ouais, non, oui, pas de souci, ouais. Aucun souci. Bah, Giannis, il n'y a pas de souci de blessure. Donc, t'as pas ce risque-là. Son contrat, bon, c'est un contrat max de son calibre. Non, toi, ça te pose problème? En fait, le truc, c'est que échanger et lâcher un jeune, même un jeune très prometteur pour un des 2 ou 3 meilleurs joueurs de NBA, bon, évidemment, ça me pose pas de problème. Après, je me dis, ok, ici, vu que t'as déjà SGA, est-ce qu'il n'y a pas un peu redondance de driver, pas top shooter, et encore SGA il shoot un peu, mais je sais pas si... Enfin, je veux dire, lâcher Jalen Williams ou Chet pour un joueur qui est dans le top 3 NBA, ok. Est-ce que je le ferai pour Giannis? Je pose la question, en tout cas, c'est pas automatique. Voilà, on va pas refaire tout le segment de la semaine dernière ou des 2 dernières années sur Giannis qui s'est pas posé un écran ou qui a pas envie de poser d'écran. Mais voilà, si tu le fais, c'est aussi pour l'utiliser en tant que poseur d'écran, je pense. Parce qu'effectivement, sinon, t'as un peu redondance de profil. Tu vois, si tu me dis, est-ce que tu lâches Chet Holmgren ou Jalen Williams pour genre Prime Kevin Durant? Oui, je me pose moins la question. C'était mon exemple aussi, ouais. Mais vu qu'il y a une particularité de profil de Giannis, je me pose un peu plus la question. Après, s'il y a une vraie possibilité, bon, ça s'étudie. Ça s'étudie. On a compris. Bref, donc voici pour les questions auditeurs. Pas mal de questions cette semaine. N'hésitez pas à en renvoyer. J'espère que j'en ai pas loupé. Si j'en ai loupé, je les ferai pour la semaine prochaine.
Et donc, on peut finir avec le quiz, si tu veux bien. Est-ce que tu es prêt pour le quiz de cette semaine, FD? Bah, je suis jamais prêt, mais il faut quand même le faire. Hein. Tu es deuxième à la race avec 15 points. Azad est premier avec 23. Et Baptiste est à 12 points. C'est vrai, je suis deuxième, je suis pas dernier. C'est fou, ça. Tu es deuxième, ouais. Bah, t'étais premier grâce au Zidane, en fait, la fois d'avant, qui était un peu scandaleux, mais... Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce détail-là. Bref. Le quiz, donc 10 points potentiels, 10 questions pour 10 points potentiels, plus le Zidane à la fin, on verra ça. Les 5 questions d'actu pour commencer. Comme d'habitude, qui a inscrit son premier buzzer beater cette semaine, FD? C'est pas Tidjane Salin qui a mis un gros tir, hein? Non, c'était quelqu'un de Détroit. C'était Jaden Ivey. Ivey, ah oui, d'accord. Bon, pas terrible. Deuxième question d'actu, FD, Washington est sur 13 défaites consécutives, mais question, qui a le record en NBA du nombre de défaites consécutives? Ah, faudrait le savoir, ça. C'est les Kings. Pas mal, mais non. Et non, c'était le back-to-back. C'était aussi Jaden Ivey. Puisque c'était les Pistons l'an passé, tu te rappelles pas? Les Pistons qui avaient fait 28 défaites consécutives l'an passé. D'accord. Ils avaient battu le record à l'époque. Qui a dit, FD, nous sommes nuls. We are trash. Bah, je sais pas, c'est pas JJ Redick? Alors, il l'a peut-être dit. Mais non, c'était Edwards. Anthony Edwards qui avait dit ça. Oui, je l'ai vu. Qui a pas mal balancé sur un peu tout. Hein. Sur les fans qui l'ont hué, sur le fait que dans l'équipe, tout le monde a son propre agenda. J'ai pas le mot en français, pardon, c'est très nul. À ses propres motivations. Plutôt, agenda est un faux ami. Donc voilà, c'est Edwards qui avait dit ça, parce qu'effectivement, ça va pas très bien à Minnesota. Quatrième question. Cleveland a donc perdu à la maison. Première défaite à domicile pour les Cavaliers. Et donc, ils ne pourront pas avoir le record. Ils pourront au mieux l'égaler de record de victoire à la maison. Donc, qui est de 39 victoires et une défaite. 40 victoires et une défaite. Au mieux, ils pourront l'égaler. Mais FD, qui détient ce record? C'est pas les Bulls? Quelle année? Oh non! Tu vas pas me demander ça quand même. Quelle année à 3 près? À 3 près? 80... 3 près parce qu'en gros c'est un three-peat ou l'autre, quoi, grosso modo. Oui. Non, c'est le deuxième, 96. T'es sûr, 96? Bon non, en fait c'est pas les Bulls du tout. Je crois que les Bulls 96, ils ont fait 2 défaites à la maison. Non, il y en avait 2 équipes, c'était Boston en 86. Boston a perdu qu'une fois chez eux en 86. Et on a aussi les Spurs en 2016. Tu te rappelles pas de ça? Les Spurs, l'année où les Warriors font le record de 73 victoires, les Spurs ont fait le record à la maison. Et avec même, il y avait ce match en toute fin de saison, je crois que c'est l'avant-dernier match des deux équipes, où on avait donc le Warriors contre Spurs, qui était chez les Spurs. Et c'était le match où soit les Spurs gagnaient et ils pouvaient s'emparer du record à domicile, soit les Warriors gagnaient et c'était leur seule chance d'espérer battre le record des Bulls. Finalement, les Warriors avaient gagné. C'était les Spurs avec Lamarcus Aldridge, c'est ça? Exactement, Kawhi, Lamarcus, etc. Et donc au final, c'est les Warriors qui avaient gagné et qui avaient pu s'emparer du record au global. Et donc à peine, il fallait une défaite pour les Spurs à la maison. Donc voici pour ce record. Et puis 5e question, James Harden joue-t-il en Chine ou en NBA, FD? Bah écoute, jusqu'à preuve du contraire en NBA. Non, c'est une blague, c'est private joke. Non, 5e question pour de vrai. Qui a inscrit cette année, pour l'instant, le plus de points en termes de nombre total? Non pas par match, mais qui a inscrit le plus de points au total en NBA? Oh, waouh! Alors tu sais quoi? J'ai révisé ces catégories, mais j'ai que révisé les per game. J'ai pas regardé les... J'ai pas regardé. Du coup, bah, je vais rester sur... Et c'est qui le premier en per game? C'est Giannis, non? Ok, et donc le premier en total, tu dis qui? Je sais pas, Giannis aussi. C'est sûr? Non, bah non. C'est dommage, non. C'était le deuxième. Le deuxième en per game et le premier au total, c'était LaMelo Ball. LaMelo Ball est à 559 points cette saison.
cette saison NBA. Donc, tu as fait combien de points si je dis... Zéro, du coup, non? Ouais. Mince. C'est pas grave. 0 points sur les questions d'actu. Bref, on passe à la deuxième partie du quiz, les 5 questions à thème. Et donc le thème, c'est le kick et ta fac. Donc on est parti pour le kick et ta fac. Alors c'est dommage, en parlant en antenne, tu t'es grillé un que tu aurais eu peut-être. Ouais. Je ne te proposerai pas, je te demanderai pas d'où sort Tim Hardaway Jr. Mais donc kick et ta fac. Marcus Smart. Ouais, à ton ton, tu pensais que j'allais tout de suite avoir la réponse, je crois. En plus, je la connais. Non, mais je la connais. Je la connais. Marcus Smart, il était à... Oh putain, j'ai failli dire une connerie. Il était pas à Maryland. Il s'était pris la tête avec les mecs de Maryland. Et du coup, il était à Texas Tech. Il était à Oklahoma State. Oh putain, mais c'est les mêmes facs. Bref, c'est les mêmes facs. Bref, oui, bah ça je. Malcolm Brogdon, qui est ta fac? Il a fait 15 ans à la fac en plus, lui. Un rookie de l'année quand même. Oui, bah rookie de l'année à 26 ans, donc. Malcolm Brogdon, il était à Marquette. Il était à Virginia. Oh putain, c'est pas possible. Dorian Finney-Smith. Texas. Non, c'est Florida. T'as vu, quand je le dis avec beaucoup d'aplomb, peut-être que ça passe, mais oui, tu m'as fait douter. Ouais, je me suis dit mince. Steven Adams. C'est pas mal celui-là, Steven Adams. Il a fait qu'un an de fac. Très très jeune. Très très jeune, sans tatouage, avec des cheveux courts. Sans barbe d'ailleurs. Ouais, sans barbe aussi. Mais ouais. avec des mains en carton. Vraiment, comme j'avais lu sur le scouting report de Darth Express à l'époque. Et d'ailleurs, ça n'a pas changé. Mais Steven Adams, mais déjà, tu m'apprends qu'il a fait la fac, donc. Je sais pas, il a une gueule à avoir été à Gonzaga, mais. non, non, c'est pas parce qu'il est étranger qu'il va à Gonzaga. Non, c'était Pittsburgh. Ouais, ça j'aurais pas. Il était à la fac de Pittsburgh. Et puis Derrick White. Oh putain, ça aussi, il faudrait savoir. Aïe, 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 aïe. Tu m'avais dit que le kick ta fac, il était pour toi. Non, j'ai dit que j'avais hâte. Fac. En soi, j'ai hâte. J'ai tout le temps hâte parce que j'aime bien la NCAA, mais c'est tellement compliqué. Derrick White. Non, je vais pas l'avoir. Wichita State. Non, c'était Colorado. Il a un parcours en plus particulier. Il a fait une JUCO, donc une petite fac, et ensuite il avait transféré à Colorado. Ça te dit rien, ça? La belle histoire du mec qui sort de nulle part, qui a fait une petite fac avant et qui transfère à Colorado. Et donc ça fait 0. Ouais, toujours 0. Ouais, c'est cool. Et est-ce qu'on va faire le 0 total avec le Zidane? On verra. Donc Zidane, pourquoi? Parce que le joueur en 10, Zidane, 10 indices pour trouver un joueur. Tu trouves au bout de 1 indice, 10 points, 2 indices, 9 points, 3 indices, 8 points, etc., etc. On est parti, Zidane. Premier indice, 2012. 2012. 2012, c'est la draft de qui, ça? C'était Jordan. Michael. Ouais. Non, 2012, mais non, 2012, c'est l'année des JO, donc c'est l'année où il y a Anthony Davis. Donc Anthony Davis. Deuxième indice, non, c'est pas aussi facile que la semaine dernière quand même, la dernière fois. Deuxième indice, Miami. 2012, Miami. 2012, Miami. Il y a qui d'autre dans cette draft? Tu sais, c'est chiant les drafts où il y a une personne, quoi. Enfin, où genre il y a un consensus dans le number one. Troisième indice. Ah ouais, carrément. Non, je sais pas. Austin Rivers, il a joué avec lui à New Orleans. Troisième indice, LeBron James. 2012, Miami, LeBron James. Joueur en activité? Oui. C'est que des joueurs en activité. Hein, Oui, j'ai cru comprendre la semaine dernière. 2012, Miami, LeBron James. Quatrième indice. Ok. Dwayne Wade. Il y a un thème. 2012, Miami, LeBron. Oui, mais ça, c'est des faux indices. Ça. Dwayne Wade. Tu veux nous faire croire que c'était un mec qui a joué là-bas, mais non, c'est un mec... Ah non, mais c'est vraiment un mec qui a joué à Miami. C'est vraiment un mec qui a joué avec LeBron James. C'est un mec qui a vraiment joué avec Dwayne Wade. Ouais, mais pas avec eux à Miami. Il a joué avec eux différemment. Je sais pas, Danny Green. Non, cinquième indice, Giannis Antetokounmpo. Chris Middleton. Pas mal. C'est draft 2012 en plus, Middleton, bravo. Ah oui. Oh, super, merci.
6e indice. Mais c'est pas lui, du coup. Dirk Nowitzki. Non, c'est pas lui. Dirk Nowitzki. 6e indice, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. C'est pas mal comme tableau de chasse, n'empêche. Il a joué avec LeBron, il a joué avec Dwayne, il a joué avec Giannis, avec Dirk Nowitzki. Attends. Il a joué à Miami. Oh, attends, je crois que je l'ai. Je sais, en plus on en a parlé avant, c'est pour ça. 7e indice. Non, 6. Un mec qui a joué à Miami, qui a joué avec LeBron et tout ça, c'est Jay Crowder. Exactement, c'est Jay Crowder, tout à fait. Bravo. Jay Crowder qui donc a commencé à Dallas avec Dirk Nowitzki, qui est ensuite allé à Boston. C'était les indices d'après. On avait Gobert, Devin Booker, Isaiah Thomas et la fac de Marquette pour les indices qui est resté. Donc oui, ensuite il fait Boston avec Isaiah Thomas. Il joue avec LeBron, mais pas à Miami. Effectivement, il joue avec LeBron à Cleveland en fait, mais pas très longtemps. Tu sais, c'est le trade Thomas Irving. Donc il joue quelques mois avec LeBron avant d'être échangé à Utah. Il joue à Utah avec Gobert et puis ensuite, est-ce que tu te souviens de ça? Il était à Memphis. Il a pas trop joué à Memphis et il se fait échanger à Miami. Donc il fait le parcours dans la bulle en fait. Il est avec Miami jusqu'en finale dans la bulle. Il joue à Miami avant de signer donc aux Suns juste après. Et donc ensuite les Bucks. Les Bucks, c'était il y a pas longtemps, mais il a pas fait grand chose aux Bucks pour le coup. Donc voilà, Jay Crowder, bravo pour ce Zidane. Donc tu as trouvé au bout de 6 indices et donc ça fait 11-6, ça fait 5 points. Et donc tu en sors avec 5 points tout de même. C'est quand même pas mal du tout. Mon objectif c'était 4 points pour revenir dans la race avec Azad. Donc c'est bon, je suis content en fait. Donc voilà pour ce Zidane, voilà pour ce quiz. En tout cas, merci beaucoup Eddie d'être passé sur Basket Lab et sur l'hebdo encore une fois. Merci pour Marcus Smart. Par contre, ça va hanter mes nuits. Mais allez voir du coup Maryland, Marcus Smart. Le bif entre la fac de Maryland et Marcus Smart est super drôle. Il y a une vidéo sur YouTube par rapport à ça. Je crois que c'est Texas Tech justement. Mais bref. Mais non, c'est pas vrai. Si, je crois qu'il pousse un fan de Texas Tech, pas de Maryland. Y a pas un truc avec Maryland du coup? Je crois pas. Oh la honte. Mais du coup c'est pour ça que j'ai dit Texas Tech. Bon bref, allez, merci pour l'invitation Guillaume, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cette semaine numéro 6 et pour cet hebdo qui est moins long que d'habitude. Ça faisait quelques semaines qu'on enchaînait les 2h30. Bon, je sais qu'en même temps c'est pas non plus trop un problème, vous passez certains passent 2-3 jours dans la semaine à pouvoir l'écouter. Et puis oui, alors en effet, je ne le fais sans doute pas assez. C'est vrai qu'à chaque début d'épisode, je le fais parce qu'on me dit qu'il faut le faire, que apparemment ça marche. Mais non, vraiment remercier tout le monde pour ceux qui notamment mettent plein de petites étoiles iTunes sur Spotify, sur tous les trucs comme ça. Enfin bref, qui aident au fameux référencement. J'avoue que j'y connais pas grand chose là-dedans, je sais juste qu'apparemment ça marche pas mal. Mais donc voilà, je voulais quand même prendre un peu le temps pour remercier tout le monde, que vous mettiez des étoiles ou pas d'ailleurs, c'est pas très grave. Mais pour tout le soutien, c'est vrai que en ce moment, il y a peu de podcasts. On a moins de podcasts que pendant l'été, vous avez vu. Mais ça va revenir à n'en pas douter. Voilà, je voulais prendre le temps de remercier tout le monde. Merci à tous pour votre soutien, notamment sur l'hebdo qui plaît de plus en plus à ce que je vois. Donc ça fait très plaisir. Et donc eh bien, on va se retrouver la prochaine fois. La prochaine fois au grand maximum, lundi prochain pour la semaine numéro 7. Déjà semaine numéro 7. Et sinon, peut-être dans la semaine si on se fait un truc, si j'ai le temps, peut-être un jour. Mais donc voilà. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.